Le vieux cheval, abandonné et ignoré, a été mis aux enchères pour seulement 5 $. Mais lorsque le fermier et le millionnaire ont levé la main en même temps, la vérité sur le passé de l'animal a éclaté, et tout le monde à la vente aux enchères est resté sans voix. Le petit matin grisâtre s'infiltrait par la fenêtre étroite du grenier, dessinant des ombres sur le visage endormi de Marie Fontaine. Ses doigts fins s'enroulaient instinctivement autour du petit talisman en bois sculpté qui ne quittait jamais son cou, le dernier cadeau de sa grand-mère Esmeralda. Dans son rêve, les flammes dansaient encore, comme elle le faisait chaque nuit depuis 7 ans. Elle se réveilla en sursaut, la respiration courte, les yeux grands ouverts sur la réalité de sa chambre louée dans la périphérie de Lyon. 19 ans, seule, et portant le poids d'être Rome dans un monde qui préférait l'oublier. « Respire comme je t'ai appris, ma petite », semblait murmurer la voix d'Esmeralda dans les recoins de la pièce. Marie obéit, inspirant profondément par le nez, expirant lentement par la bouche, sentant le feu de ses cauchemars s'éteindre progressivement. Elle se leva et s'approcha de la petite table où elle gardait ses maigres possessions. Son regard s'attarda sur une photographie écornée, ses parents souriant devant leur roulotte colorée, une semaine avant l'incendie criminel qui avait réduit en cendres leur campement. Un problème de gitan, avaient conclu les autorités sans mener d'enquête approfondie. Marie avait 12 ans alors. La jeune femme enfila rapidement ses vêtements usés mais propres, attacha ses longs cheveux noirs en une tresse serrée et dissimula soigneusement son talisman sous son col. Aujourd'hui, comme tous les jours, elle devait cacher qui elle était vraiment pour trouver du travail. 2 heures plus tard, Marie nettoyait méthodiquement les écuries d'une riche propriété équestre à la périphérie de Lyon. Ses mains calleuses brossaient la paille souillée, remplissaient les mangeoires, transportaient des seaux d'eau. Un travail éreintant que personne ne voulait faire, payer une misère, mais qui lui permettait de côtoyer les seuls êtres qui ne la jugeaient jamais, les chevaux. Et la nouvelle, fini l'allée du fond avant midi, lança le contremaître sans même la regarder. Marie acquiesça silencieusement. Elle avait appris à se faire invisible, à effacer tout accent qui pourrait trahir ses origines. Sa grand-mère lui répétait souvent « Notre sang est ancien et fier, mais parfois, il faut savoir se cacher pour survivre. » En passant devant l'un des box, elle remarqua un étalon alezan qui boitait légèrement, son flanc marqué par des traces de cravache. Le propriétaire, un homme d'affaires qui montait uniquement pour impressionner ses relations, l'avait poussé trop durement la veille. Marie vérifia que personne ne l'observait. Elle s'approcha doucement de l'animal, murmurant en romani des mots anciens que sa grand-mère lui avait enseignés. Des mots de guérison, de réconfort. Ses doigts effleurèrent délicatement le flanc blessé. « Je sais que ça fait mal », chuchota-t-elle. « Je sais que tu ne comprends pas pourquoi. » L'étalon, d'abord méfiant, abaissa lentement sa tête imposante. Ses naseaux frémirent contre la paume de Marie, comme pour y déposer sa confiance. Elle sentit cette connexion étrange qu'elle avait toujours eue, cette capacité à ressentir leurs émotions comme si elles étaient siennes. La douleur lancinante dans le flanc, la confusion, la peur d'être frappée à nouveau. « Les chevaux ne mentent pas, ma petite », lui disait Esmeralda. « Ils portent leur vérité dans leurs yeux. » La voix bourrue du contremaître la fit sursauter. « Qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai dit l'allée du fond. » Marie s'éloigna rapidement, tête baissée. Ce soir, elle reviendrait discrètement avec des herbes médicinales pour l'étalon. Elle le faisait souvent, risquant son maigre emploi pour soulager les souffrances que personne d'autre ne semblait voir. À la pause déjeuner, assise à l'écart sous un arbre, Marie mangeait son pain et son fromage en écoutant la conversation des palefreniers. « Vous avez entendu parler de ce cheval fou à Chantilly, celui qui a tué son jockey ?» demanda l'un d'eux, un homme robuste aux mains abîmées par le travail. « Tempête !»« Bien sûr !» répondit un autre en secouant la tête. « Une bête magnifique qui vaut une fortune, mais complètement démon maintenant. Beaumont va s'en débarrasser pour 50 € avant de l'envoyer à l'abattoir. »« 50 € pour un pur sang qui valait des millions !» s'exclama le premier. « Mais personne n'en veut. Il a déjà envoyé 3 hommes à l'hôpital. » Marie sentit un frisson parcourir son échine. Elle connaissait de nom le haras national de Chantilly et son propriétaire, Philippe Beaumont,
un milliardaire parisien dont la réputation d'homme impitoyable dépassait largement le monde équestre. « Qu'est-ce qui s'est passé exactement ?» demanda-t-elle, incapable de contenir sa curiosité. Les hommes semblèrent surpris de l'entendre parler. « Un accident terrible pendant une course il y a 6 mois, expliqua le plus âgé. Le cheval a fait une chute horrible. Le jockey est mort sur le coup. Depuis, l'animal est devenu fou furieux. Il attaque tout ce qui bouge. » Cette nuit-là, allongée sur son lit étroit, Marie ne parvenait pas à trouver le sommeil. L'histoire de ce cheval, Tempête, tournait dans son esprit. Elle imaginait sa terreur, sa confusion, sa rage. Elle connaissait trop bien cette sensation d'être étiquetée comme dangereux simplement pour avoir réagi à un traumatisme. Une conviction inexplicable grandissait en elle. Elle devait voir cet animal. Le lendemain, après avoir reçu sa maigre paie, Marie se rendit au marché Les Halles pour acheter quelques provisions. En comptant ses pièces, elle réalisa qu'elle avait tout juste assez pour payer son loyer de la semaine ou pour un aller simple en train vers Chantilly. Sa main effleura le talisman d'Esmeralda. « Guide-moi », murmura-t-elle. 3 heures plus tard, Marie montait dans le train le moins cher pour Chantilly, serrant contre elle son petit sac contenant tous ses biens. Elle observait le paysage défiler, ses pensées uniquement tournées vers ce cheval qu'elle n'avait jamais vu mais dont elle sentait déjà la souffrance comme si c'était la sienne. Le voyage fut long et inconfortable. Marie passa la nuit recroquevillée sur son siège, somnolent par intermittence, bercée par les secousses du train. À l'aube, elle arriva enfin à Chantilly, ville élégante dont la beauté aristocratique contrastait douloureusement avec sa propre apparence fatiguée. Le Haras national se dressait majestueusement à la lisière de la forêt. Ses bâtiments imposants, ses allées parfaitement entretenues et ses paddocks verdoyants respiraient la richesse et le prestige. Marie, avec ses vêtements usés et son allure épuisée, se sentit immédiatement hors de sa place. « Je peux vous aider ?» demanda sèchement un garde à l'entrée principale, son regard suspicieux détaillant la jeune femme de haut en bas. « Je cherche du travail », improvisa Marie, « comme palefrenier. »« Nous ne recrutons pas actuellement », répondit l'homme froidement, « et certainement pas sans référence. Le message était clair. Les gens comme elle n'étaient pas les bienvenus ici. » Marie s'éloigna, mais ne renonça pas. Elle contourna la propriété, étudiant attentivement la disposition des lieux, repérant les caméras de sécurité et les rondes des gardes. Sa grand-mère lui avait appris à observer, à attendre, à trouver les failles dans n'importe quelle forteresse. La journée s'écoula lentement. Marie s'assit dans un petit café bon marché, faisant durer une tasse de thé pendant des heures, écoutant les conversations des employés du Haras qui venaient y déjeuner. « Beaumont a fait installer des barreaux supplémentaires autour du box de Tempête, » disait l'un d'eux. « Cette bête est possédée. J'ai entendu qu'il a mordu l'épaule de Gustave jusqu'à l'os, » ajouta un autre. « C'est la 3e personne ce mois-ci. »« Il est au gardé à l'écart, dans l'aile est, » précisa un 3e. « Personne ne veut s'en approcher maintenant. L'aile est. » Marie mémorisa l'information. Quand la nuit tomba, elle retourna au haras. Le cœur battant, elle attendit que les lumières principales s'éteignent et que le dernier gardien termine sa ronde à l'arrière de la propriété. Puis, avec l'agilité acquise durant une enfance passée à grimper partout, elle escalada le mur de pierre à un endroit dissimulé par des arbres. Une fois à l'intérieur, Marie se déplaça comme une ombre entre les bâtiments. Elle repéra l'aile est, une structure légèrement isolée des écuries principales. En s'approchant, elle perçut immédiatement une atmosphère différente, plus lourde, plus sombre. L'odeur la frappa avant même qu'elle ne voie le cheval, une odeur âcre de peur et de rage, si intense qu'elle semblait imprégner l'air lui-même. Marie suivit cette odeur jusqu'à un box renforcé. Un panneau rouge vif sur la porte avertissait « Danger, ne pas approcher ». Marie s'immobilisa, le souffle court. De l'autre côté de la porte, elle entendait un souffle puissant, le bruit sourd de sabots frappant nerveusement le sol. Elle sentit un frisson parcourir son échine, non pas de peur, mais de reconnaissance. Cette créature, elle la connaissait sans l'avoir jamais vue. Doucement, elle s'approcha des barreaux et regarda à l'intérieur. Tempête était encore plus magnifique et terrible que ce qu'elle avait imaginé. Un étalon noir d'au moins 18 mains de haut,
à la musculature puissante sous un pelage qui aurait dû briller mais qui était maintenant terne, marqué par des cicatrices visibles. Des chaînes supplémentaires renforcèrent son box, et une muselière de sécurité était accrochée juste à l'extérieur. Mais ce qui frappa Marie plus que tout, c'étaient ses yeux, des yeux sombres, injectés de sang, qui semblaient contenir toute la douleur et la rage du monde. Le cheval détecta immédiatement sa présence. Il se cabra violemment, frappant les parois de son box avec une force terrifiante. Marie ne recula pas. Elle s'assit simplement sur le sol de paille, à quelques mètres de la porte, hors de portée mais parfaitement visible. Et elle attendit. Tempête continuait de s'agiter, ses sabots martelant le sol, ses hennissements étouffés résonnant dans l'écurie déserte. Il tournait dans son box comme un prisonnier dans une cellule trop petite, ses muscles tendus à l'extrême sous sa robe noire. Marie ne bougea pas. Elle se contenta de respirer profondément, calmement, comme sa grand-mère le lui avait appris. Puis, d'une voix douce, à peine plus haute qu'un murmure, elle commença à chanter. C'était une ancienne chanson romanie que sa grand-mère lui avait enseignée. Une mélodie qui parlait de liberté, de plaines infinies et de vent dans les crinières. Les mots coulaient comme de l'eau claire, sans effort, portant avec eux des siècles de connexion entre son peuple et les chevaux sauvages. Tempête s'immobilisa brusquement. Ses oreilles se dressèrent, pivotant dans la direction de la voix. Pendant de longues minutes, le temps sembla suspendu. L'immense cheval noir restait parfaitement immobile. Seul son souffle puissant trahissait sa présence dans l'obscurité. Puis, lentement, presque à contre-cœur, il s'approcha des barreaux. Marie continua de chanter, sa voix se faisant plus douce encore. Elle ne regardait pas directement l'animal, respectant son espace, lui offrant le choix de la distance. « Je sais ce que c'est d'être craint sans raison », murmura-t-elle en romani, quand la chanson s'acheva. « Je sais ce que c'est de porter le poids d'un passé qu'on n'a pas choisi. » Tempête la fixait maintenant, son souffle s'étant légèrement apaisé. Pour la première fois depuis des mois, ses yeux ne reflétaient pas uniquement la fureur, mais une curiosité prudente. Marie leva lentement son regard pour rencontrer celui du cheval. Quelque chose d'inexplicable se produisit alors, une communication silencieuse, une reconnaissance mutuelle entre deux âmes marginalisées. Tempête abaissa légèrement la tête, un geste qu'aucun entraîneur n'avait réussi à obtenir depuis l'accident. Le moment fut brutalement interrompu par le faisceau d'une lampe torche. « Qu'est-ce que cette gitane fait ici ?» cria un gardien en attrapant Marie par le bras. Probablement venu voler des équipements. Marie ne résista pas tandis qu'il la traînait dehors. Elle savait que se débattre ne ferait que confirmer les préjugés de l'homme. « Je ne volais rien », dit-elle simplement. « Je voulais juste voir le cheval. »« Bien sûr », railla le gardien. « Et moi je suis ici pour admirer les étoiles. Dehors, avant que j'appelle la police. » Alors qu'elle était brutalement escortée vers la sortie, Marie jeta un dernier regard en arrière. Tempête se tenait immobile près des barreaux de son box, observant son départ. Sa posture était différente de celle qu'il avait à son arrivée. Pour la première fois depuis l'accident, le cheval n'essayait pas de détruire son environnement. Il se contentait d'observer, avec quelque chose de nouveau dans son regard, une petite lueur qui pourrait être de l'espoir. Expulsée du haras mais pas vaincue, Marie erra dans les rues de Chantilly, le froid mordant sa peau tandis que son esprit restait captivé par le regard de Tempête. Cette connexion éphémère avait éveillé quelque chose en elle, une détermination qui dépassait la simple compassion. Le ventre vide et sans abri, elle s'assit sur un banc de la place du village, contemplant l'aube qui commençait à teinter le ciel. « Mademoiselle, vous semblez perdue », dit une voix douce derrière elle. Marie se retourna pour découvrir une femme âgée aux cheveux gris soigneusement coiffée en chignon. Son tablier blanc portait des traces de farine et ses mains ridées tenaient un petit pain encore chaud. « Je cherche du travail », répondit Marie, hésitante, habituée à la méfiance des étrangers. La femme l'examina sans jugement apparent. « Je m'appelle Madame Cloutier. Ma boulangerie est juste là », dit-elle en indiquant une devanture modeste à l'angle de la place. « Et justement, j'ai besoin d'aide depuis que mon assistante est partie.
Marie regarda le pain que la femme lui tendait, puis son visage bienveillant. Elle avait appris à se méfier des offres trop généreuses. « Je n'ai pas d'expérience en boulangerie », admit-elle. « Mais vous avez faim et besoin d'un toit », répondit simplement Madame Cloutier. « Le reste s'apprend. Venez, nous discuterons à l'intérieur. » La chaleur de la boulangerie enveloppa Marie comme une étreinte. L'odeur de pain frais lui rappela momentanément les matins de son enfance, quand sa mère préparait le pain traditionnel sur le feu de camp. « Il y a une petite chambre à l'arrière », expliqua Madame Cloutier en la guidant à travers l'atelier. « Rien de luxueux, mais propre et chaude. »« Pourquoi m'aidez-vous » demanda Marie, suspicieuse. Madame Cloutier sourit avec une douceur désarmante. « Je ne vous demande pas d'où vous venez, seulement que vous travailliez bien. » Ainsi commença la nouvelle vie de Marie à Chantilly. Chaque matin, elle se levait avant l'aube pour aider à la préparation des pâtes. Ses mains, habituées au travail dur des écuries, s'adaptèrent rapidement au pétrissage. Dans la boutique, elle écoutait attentivement les conversations des clients, particulièrement celles des employés du haras qui venaient chercher leur pain quotidien. Beaumont a engagé Marchand pour dompter le démon noir, dit un jour un palefrenier à son collègue. Il lui donne 1 mois, pas un jour de plus. Marchand, celui qui a brisé les talons des Dupré, répondit l'autre. Ce cheval n'a plus jamais été le même après. Beaumont s'en fiche. Si Tempête ne peut pas être utilisé pour la reproduction, il ira directement à l'abattoir. 50 € ou la mort, c'est ce qu'il a dit. Marie sentit son cœur se serrer. 1 mois. Tempête n'avait qu'1 mois. Ce soir-là, après avoir fermé la boulangerie, elle prit sa décision. Utilisant le même chemin discret que la première fois, elle s'infiltra dans le haras, évitant soigneusement les gardiens dont elle avait maintenant mémorisé les rondes. En approchant du box de Tempête, elle remarqua immédiatement les équipements suspendus au mur extérieur, des entraves renforcées, un mors sévère, une cravache à pointe métallique. Les outils de Marchand. Tempête s'agitait nerveusement dans son box. Des marques fraîches sur son flanc témoignaient de la première session avec le dompteur. Marie s'assit à la même place que la veille, à distance respectueuse. Cette fois, au lieu de parler immédiatement, elle attendit. Simplement présente, respirant calmement, les yeux baissés. Le grand étalon noir renifla l'air, ses oreilles pivotant dans sa direction. Il semblait se souvenir d'elle, car son agitation diminua légèrement. Après presque 1 heure de silence partagé, Marie commença à chanter, encore plus doucement que la veille. Une berceuse romanie que sa grand-mère fredonnait au poulain nerveux. « Ma grand-mère disait que cette chanson était plus vieille que nos routes », murmura-t-elle en romanie lorsque la mélodie s'acheva. Elle la tenait de sa grand-mère, qui la tenait de la sienne. Les mots parlent des plaines infinies où les chevaux couraient librement avec notre peuple. Tempête s'était immobilisée, ses yeux sombres fixés sur elle. « Je reviendrai demain », promit Marie en se levant lentement. « Je ne t'abandonnerai pas. » Au fil des nuits suivantes, Marie établit une routine sacrée. Chaque soir, après son travail à la boulangerie, elle se glissait dans le haras et passait 2 heures avec Tempête. Jamais elle ne tentait de le toucher ou de pénétrer dans son espace. Elle se contentait d'être là, partageant tantôt le silence, tantôt des chansons, tantôt des histoires. Ma grand-mère Esmeralda disait que les chevaux comprennent moins les mots que les intentions, expliquait-elle doucement pendant que Tempête l'observait attentivement. Ils sentent la peur, la colère et l'avidité chez les humains, et ils sentent aussi le respect. Un souvenir émergea clairement dans l'esprit de Marie, sa grand-mère, accroupie près d'elle dans les hautes herbes d'un pré, lui montrant comment approcher un cheval sauvage. « Regarde, ma petite », chuchotait Esmeralda. « Ne fixe jamais ses yeux directement au début. Laisse-le choisir la distance. Les chevaux n'oublient jamais, ni la douceur, ni la cruauté. » Le 5e soir, Marie apporta une pomme qu'elle coupa en quartiers. Elle en déposa un sur le sol, à mi-chemin, entre elle et la porte du box, puis reprit sa place habituelle. « Le trauma ne s'efface pas par la force, mais par le temps, » dit-elle doucement, se rappelant les enseignements de sa grand-mère. Pendant 3 nuits consécutives, Marie laissa des morceaux de pommes ou de carottes à distance. Tempête les reniflait longuement après son départ, mais ne les touchait pas en sa présence. À la boulangerie, Marie entendait les récits des échecs successifs de Marchand. « Ce cheval est possédé.
affirmait un palefrenier en secouant la tête. Il a presque arraché le bras de Marchand hier. 3 hommes pour le maîtriser, et encore. Le 12e soir, Marie posa un morceau de pomme dans sa paume ouverte et l'offrit à Tempête, bras tendus, sans bouger, sans même le regarder directement. Elle attendit, parfaitement immobile, pendant ce qui sembla une éternité. Le souffle chaud de Tempête effleura d'abord ses doigts. Puis, avec une délicatesse surprenante pour un animal si puissant, ses lèvres veloutées saisirent à la pomme. Les larmes montèrent aux yeux de Marie. « Tu n'es pas un démon », murmura-t-elle émue. « Tu as juste peur, comme moi. » À l'aube, alors qu'elle retournait à la boulangerie, Marie fut surprise par un vieil homme qui semblait l'attendre. « Je m'appelle Marcel », dit-il simplement. « Je suis le maréchal Ferrand du Haras. Je vous ai vu hier soir. » Marie se figea, prête à fuir. « N'ayez pas peur, petite », ajouta-t-il rapidement. « Votre secret est bien gardé avec moi. » Le lendemain matin, Marcel vint à la boulangerie. En attendant son pain, il parla doucement à Marie. « Ma propre grand-mère était Romani », confia-t-il. « Dans ma jeunesse, j'ai connu des gens du voyage qui avaient ce don avec les chevaux. Ils pouvaient calmer les plus sauvages, juste en leur parlant. »« Ce n'est pas un don », répondit Marie en baissant la voix. « C'est du respect. Pourquoi Tempête est-il si traumatisé ?» Le vieil homme jeta un regard autour de lui avant de répondre. L'accident n'était pas vraiment un accident. Le jeune jockey, François, n'avait que 17 ans. Beaumont l'a poussé à faire courir Tempête alors qu'il était épuisé, déjà blessé d'une course précédente. Le garçon a protesté, mais l'argent était plus important que leur sécurité, compléta Marie, une colère sourde montant en elle. Marcel hocha gravement la tête. Quand Tempête s'est effondré, François est passé par-dessus sa tête et s'est brisé la nuque. Le cheval a vu le garçon mourir sous ses yeux. Depuis, il ne supporte plus qu'un homme s'approche de lui. Cette nuit-là, Marie parla différemment à Tempête. « Je sais maintenant ce qui t'est arrivé, » dit-elle doucement. « Ce n'était pas ta faute. Tu n'as pas tué ce garçon. C'est leur cupidité qui vous a détruits tous les deux. » Pour la première fois, elle lui raconta sa propre histoire, l'incendie criminel, la mort de ses parents, les années de discrimination. « Les gens craignent ce qu'ils ne comprennent pas, » expliqua-t-elle. « Ils m'ont chassé de l'école quand ils ont découvert que j'étais Rome, comme si notre sang portait une malédiction. » Tempête s'était approchée plus près que jamais des barreaux, ses oreilles orientées vers elle, captant chaque mot. Lentement, Marie tendit sa main, paume vers le haut. Le temps sembla se suspendre tandis que l'immense cheval noir hésitait, son souffle s'accélérant légèrement. Puis, dans un geste qui brisa toutes les barrières, il avança son museau et effleura ses doigts. Le contact dura à peine une seconde, mais pour Marie, ce fut comme si le monde entier s'illuminait. Des larmes silencieuses coulèrent sur ses joues, tandis qu'elle maintenait sa main parfaitement immobile. Le lendemain, Marcel l'attendait près de la boulangerie, le visage grave. « Ils ont installé des caméras autour du box de Tempête », avertit-il. Marchand a convaincu Beaumont que quelqu'un interférait avec le cheval. Ils savent que quelque chose se passe. Marie sentit son estomac se nouer. « Je dois arrêter d'y aller ?»« C'est à vous de décider, » répondit Marcel. « Mais si vous êtes prise, si j'arrête maintenant, personne d'autre n'essaiera de le sauver, » dit fermement Marie. « Je continuerai. » Cette nuit-là, consciente des caméras, Marie prit encore plus de précautions pour s'infiltrer dans le haras. En arrivant près du box de Tempête, elle remarqua avec inquiétude un petit voyant rouge dans l'angle du plafond, l'œil électronique qui l'observait. Ignorant la caméra, elle s'assit à sa place habituelle et commença doucement à chanter. Tempête s'approcha immédiatement, maintenant habituée à leur rituel nocturne. Avec des gestes infiniment lents, Marie se leva et s'approcha des barreaux. Pour la première fois, elle tendit sa main non pas pour offrir de la nourriture, mais pour toucher le cheval. Tempête resta immobile, ses yeux sombres reflétant non plus la terreur ou la rage, mais une confiance naissante. Quand les doigts de Marie effleurèrent son encolure puissante, un frisson parcourut l'animal, mais il ne recula pas. « C'est bien, » murmura-t-elle en romani. « Tu es tellement brave. » Soudain, les lumières s'allumèrent, aveuglantes. Des pas lourds résonnèrent sur le sol de l'écurie.
Alors c'est vous qui interférez avec mon investissement, déclara une voix froide. Marie se retourna pour faire face à Philippe Beaumont en personne, accompagné de Gustave Marchand et de 2 gardes de sécurité. L'homme d'affaires, impeccablement vêtu malgré l'heure tardive, la toisait avec un mépris non dissimulé. Une gitane. Pourquoi ne suis-je pas surpris, toujours à s'infiltrer là où vous n'êtes pas invité? Ce cheval n'est pas un investissement, répondit calmement Marie, restant près de Tempête. C'est un être vivant qui porte la mémoire du traumatisme qu'il a subi. Sentimentalisme inutile, rétorqua Beaumont avec dédain. Savez-vous combien vaut cet animal? Des millions. Et vous croyez que vos chansons de gitane vont en refaire un champion? Avant que Marie ne puisse répondre, Tempête, agité par la discussion, commença à frapper violemment ses sabots contre la porte du box. Les gardes reculèrent instinctivement, et même Marchand sembla mal à l'aise. Marie leva simplement la main dans un geste calme, sans même se retourner vers le cheval. À l'étonnement de tous, y compris le sien, l'immense animal s'apaisa immédiatement, cessant tout mouvement agité. Un silence chargé de signification s'installa dans l'écurie. Beaumont regardait alternativement Marie et le cheval, une expression indéchiffrable sur son visage. « Je vous interdis l'accès à cette propriété », déclara-t-il finalement d'une voix glaciale. « Si on vous retrouve ici, vous serez arrêté pour intrusion. » Monsieur Beaumont, tenta d'intervenir Marcel, qui avait suivi le groupe. « Toi, le vieux, occupe-toi de tes fers à cheval », coupa sèchement le propriétaire. « Et vous, » ajouta-t-il en se tournant vers Marie, « vous venez de sceller votre destin, ma fille. » Les mots glacés de Beaumont résonnaient encore dans l'air tandis que Marie était escortée hors du haras par les gardes. Son cœur battait la chamade, mais ce n'était pas la peur qui dominait ses pensées. C'était l'inquiétude pour Tempête, à nouveau seule face à la brutalité de Marchand. Alors que l'aube teintait le ciel de rose pâle, Marie aperçut Marcel qui l'attendait à l'angle de la rue menant à la boulangerie. Le vieil homme semblait avoir vieilli de 10 ans en une nuit, ses épaules voûtées sous le poids de l'inquiétude. « Venez », murmura-t-il en lui faisant signe de le suivre vers un petit café encore fermé. « Nous devons parler à l'abri des oreilles indiscrètes. » Ils s'assirent sur un banc à l'écart, le froid matinal enveloppant leurs silhouettes comme un linceul. « Je croyais que vous me dénonceriez », avoua Marie, frottant ses mains pour les réchauffer. Marcel secoua la tête, un sourire triste étirant ses lèvres ridées. « N'ayez crainte, petite. Votre secret n'est pas le seul que je garde. » Il sortit de sa poche une vieille photographie au bord jauni. Une jeune femme aux longs cheveux noirs et au teint hâlé posait fièrement devant une roulotte colorée. « Ma grand-mère, Sophia, » expliqua-t-il doucement. « Une Romanie de Bohême. Elle aussi avait le don. » Marie observa la photographie avec étonnement. « Le don ?» « Cette capacité à parler aux chevaux sans mots, » précisa Marcel. « Dans ma jeunesse, j'ai vu des gens du voyage qui pouvaient en calmer les étalons les plus sauvages par leur simple présence. Les aristocrates les appelaient sorciers ou voleurs de chevaux, mais venaient les supplier quand leur précieuse monture devenait incontrôlable. » Un silence s'installa entre eux, chargé de compréhension mutuelle. « Que va devenir Tempête maintenant ?» demanda finalement Marie, sa voix trahissant son inquiétude. « Marchand va redoubler de brutalité, » répondit Marcel, son regard s'assombrissant. « Beaumont est furieux. Il a ordonné l'installation de caméras supplémentaires autour du box et des rondes toutes les heures. Pendant ce temps, dans le luxueux bureau du haras, Philippe Beaumont fixait les écrans de surveillance avec une colère à peine contenue. Les images montraient clairement Marie caressant l'encolure de Tempête, le même animal qui avait envoyé 3 hommes à l'hôpital. Comment une vulgaire gitane a-t-elle réussi là où vos méthodes expertes ont échoué, Marchand ? Demanda-t-il froidement au dresseur qui se tenait, mal à l'aise, devant son bureau en acajou massif. Des tours de passe-passe, monsieur, répondit précipitamment Gustave Marchand. Probablement des herbes ou des drogues. Ces gens-là ont toujours eu des méthodes peu orthodoxes. Beaumont se leva et s'approcha de la large fenêtre donnant sur les paddocks où s'entraînaient des chevaux d'exception. Au mur, des photographies encadrées montraient Tempête dans toute sa splendeur passée. Puissant, majestueux, invincible. « Cet animal m'a coûté une fortune », dit-il en contemplant les images.
Soit il redevient rentable, soit il finit en aliment pour chien. Je me fiche de la méthode, marchand, mais vous avez 3 semaines, pas un jour de plus. À la boulangerie, Marie pétrissait la pâte avec une énergie inhabituelle, comme si chaque mouvement lui permettait d'évacuer sa frustration. Madame Cloutier l'observait du coin de l'œil, intriguée par cette nouvelle intensité. « Tu sembles préoccupée, ma fille », remarqua-t-elle en enfournant une série de baguettes. Marie hésita, puis décida de faire confiance à cette femme qui l'avait accueillie sans question. « C'est à propos d'un cheval au haras », commença-t-elle. « Tempête. Ils vont le détruire parce qu'ils ne comprennent pas sa peur. » À sa grande surprise, Madame Cloutier ne sembla ni étonnée ni sceptique. « J'ai entendu parler de ce cheval, » dit-elle simplement. « Et j'ai aussi entendu qu'une jeune personne avait réussi à l'approcher récemment. Les nouvelles voyagent vite dans un petit village comme Chantilly. » Marie s'immobilisa, inquiète d'avoir été découverte. « Ne t'inquiète pas, » ajouta rapidement la boulangère. « Ton secret est bien gardé avec moi. Ma propre tante avait ce que certains appelaient le don avec les animaux blessés. Ce n'est pas de la magie. C'est une connexion ancienne que la plupart des gens ont oubliée. » Ce soir-là, malgré les avertissements de Beaumont, Marie ne put se résoudre à abandonner Tempête. Avec l'aide de Marcel, qui lui indiqua un nouveau chemin plus discret, et les horaires précis des rondes de sécurité, elle se faufila dans le haras. Elle savait que les caméras la repéreraient tôt ou tard, mais chaque minute gagnée avec Tempête valait le risque. Lorsqu'elle atteignit enfin son box, ce qu'elle vit lui serra le cœur. Le magnifique étalon noir portait de nouvelles marques sur ses flancs, des traces rougeâtres laissées par la cravache de marchand. Une entrave supplémentaire limitait ses mouvements, et son regard, qui avait commencé à s'adoucir en sa présence, était redevenu distant et méfiant. « Qu'est-ce qu'ils t'ont fait ?» murmura Marie, les larmes aux yeux. Tempête s'agitait nerveusement, ne la reconnaissant pas immédiatement. La jeune femme s'assit à sa place habituelle et commença à fredonner la mélodie romanie qu'elle lui avait chantée lors de leur première rencontre. Progressivement, les oreilles de l'animal pivotèrent dans sa direction. Son souffle, d'abord court et saccadé, s'apaisa légèrement. Marie continua de chanter, sa voix douce flottant dans l'obscurité de l'écurie comme une caresse. « Ils ne comprennent pas », dit-elle doucement en romani lorsque la chanson s'acheva. « Ils cherchent à briser ce qu'ils devraient se guérir. » Avec des gestes infiniment lents, elle ouvrit son sac et en sortit quelques herbes médicinales que sa grand-mère utilisait pour soigner les blessures. Elle les disposa sur sa paume ouverte, les offrant à Tempête. « C'est pour la douleur », expliqua-t-elle. « Ma grand-mère disait que la nature a un remède pour chaque souffrance. » L'étalon hésita, renifla l'air, puis s'approcha prudemment. Il accepta les herbes, ses lèvres veloutées effleurant à peine la paume de Marie. Ce simple contact raviva en elle un souvenir douloureux, celui d'une salle de classe dans une école de Lyon, des années auparavant. Le jour où ses camarades avaient découvert ses origines romanies. « Voleuse !» avait crié un garçon. « Ma mère dit que tous les gitans sont des voleurs. » La maîtresse n'était pas intervenue. Le lendemain, on lui avait demandé de ne plus revenir. Pour éviter les problèmes, avait-on expliqué à sa grand-mère. « Les gens craignent ce qu'ils ne comprennent pas », murmura-t-elle à Tempête. « Toi et moi, nous portons des étiquettes qui nous précèdent. Cheval démon, gitane voleuse. Personne ne cherche à voir au-delà. » Pour la première fois depuis leur rencontre, Marie osa tendre lentement sa main vers le museau de Tempête. L'animal frémit mais ne recula pas. Après une hésitation qui sembla durer une éternité, il avança légèrement sa tête imposante, permettant à ses doigts de toucher son chanfrein. Le contact électrisa Marie. Sous ses doigts tremblants, elle sentait la vie palpiter, puissante, sauvage, mais infiniment vulnérable. Des larmes silencieuses coulèrent sur ses joues, tandis qu'elle caressait doucement la tête du cheval, que tous craignaient. « Tu vois » chuchota-t-elle. « Nous pouvons nous apprivoiser mutuellement. » Au fil des jours suivants, Marcel devint un allié précieux. Il installait de petits signaux pour avertir Marie de la présence des gardes. Un seau renversé signifiait danger. Une fourche posée contre le mur indiquait la voie libre. Grâce à ce système ingénieux, elle put continuer ses visites nocturnes,
chaque fois avec la peur d'être découverte, mais déterminée à ne pas abandonner. Un soir, alors que Marie s'apprêtait à quitter le haras après avoir passé 1 heure avec Tempête, Marcel l'attendait, le visage grave. « J'ai surpris une conversation entre Beaumont et Marchand », annonça-t-il à voix basse. Ils ont remarqué que Tempête se comporte différemment. Les caméras ont enregistré quelque chose hier soir. Marie sentit son sang se glacer. Ils m'ont vu? Pas clairement. Mais ils savent que quelqu'un interfère avec leur programme. Ils vont renforcer la sécurité à partir de demain. Malgré le danger croissant, Marie ne pouvait se résoudre à abandonner. Cette nuit-là, elle prit encore plus de précautions, se glissant comme une ombre entre les bâtiments du haras, évitant chaque faisceau de lumière. En arrivant près du box de Tempête, elle remarqua immédiatement le petit voyant rouge d'une nouvelle caméra, positionné pour capturer chaque mouvement. Ignorant délibérément cet œil électronique, elle s'approcha des barreaux. Tempête vint immédiatement à sa rencontre, sa méfiance initiale ayant cédé la place à une confiance presque totale envers la jeune femme. Marie caressa son encolure puissante, murmurant des mots doux en romani. Puis, dans un geste qui marquait une nouvelle étape dans leur relation, elle posa doucement son front contre celui du cheval, fermant les yeux, partageant un moment d'intimité parfaite que la caméra captura silencieusement. Ce qu'elle ignorait, c'est que dans le bureau principal, Philippe Beaumont et Gustave Marchand observèrent la scène en direct, stupéfaits. « C'est impossible », murmura Marchand, les yeux rivés sur l'écran où l'on voyait clairement Marie et Tempête dans cette posture de confiance absolue. « Ce cheval a failli me tuer hier encore. » Beaumont ne répondit pas immédiatement, son visage dur figé dans une expression indéchiffrable. Puis il décrocha son téléphone. « Sécurité », ordonna-t-il sèchement. « Interceptez l'intruse dans l'écurie Est, immédiatement. » Marie sentit la présence des hommes avant même de les entendre. Un 6e sens peut-être, ou simplement la réaction soudaine de Tempête dont les muscles se tendirent sous ses doigts. Elle se retourna pour faire face à Beaumont lui-même, accompagné de Marchand et de 2 gardes. « Donc vous persistez à défier mes ordres », constata froidement le propriétaire. « Vous savez que je pourrais vous faire arrêter pour intrusion. »« Ce cheval souffre sous vos soins », répondit Marie, restant étonnamment calme. « Ce que vous appelez dressage n'est que torture. Cette bête a tué un jockey, » s'emporta Marchand. « Il mérite la cravache. » « Ce n'était pas sa faute, » intervint une voix inattendue. Tous se tournèrent vers Marcel qui venait d'apparaître à l'entrée de l'écurie. « Vous savez très bien que Tempête était déjà blessé avant cette course, » poursuivit le vieil homme. « Vous avez ignoré mes avertissements et ceux du vétérinaire. Vous avez forcé ce jeune garçon à monter un cheval épuisé et souffrant. » Un silence lourd s'abattit sur l'écurie. Beaumont dévisagea Marcel avec une fureur à peine contenue. « Je vous conseille de surveiller vos accusations, vieil homme, » siffla-t-il. « Vous pourriez le regretter. » La tension était palpable lorsque Tempête, agité par la confrontation, commença à frapper violemment le sol de son box. Les gardes reculèrent instinctivement, et même Marchand sembla inquiet. Marie se tourna vers l'animal et leva simplement la main dans un geste apaisant. À l'étonnement de tous, Tempête s'immobilisa immédiatement. « Ce cheval n'est pas un investissement », déclara-t-elle calmement face à l'accusation muette de Beaumont. « C'est un être vivant avec une mémoire du traumatisme qu'il a subi. » Tempête, comme pour appuyer ses paroles, se mit à frapper violemment contre la porte de son box, jusqu'à ce que Marie lève la main dans un geste doux. Pour le plus grand étonnement de tous, y compris d'elle-même, l'immense animal se calma instantanément, créant un silence chargé de signification que Beaumont brisa par ses mots glaciaux. « Vous venez de sceller votre destin, ma fille. » L'écho des mots de Beaumont résonnait encore dans l'écurie quand les gardes escortèrent Marie vers la sortie. Cette fois, leurs poignes étaient plus fermes, leurs regards plus menaçants. En franchissant les grilles du haras, elle jeta un dernier regard vers le bâtiment où Tempête restait prisonnier, son cœur serré par l'impuissance. De retour dans sa petite chambre à l'arrière de la boulangerie, Marie s'effondra sur son lit, les larmes coulant librement sur ses joues. Elle revoyait sans cesse l'image de Tempête, ses nouvelles blessures, la peur qui était revenue dans son regard, après les séances brutales avec Marchand. La pensée qu'il était à nouveau seul,
sans personne pour comprendre sa douleur, lui était insupportable. L'aube pointait à peine quand des coups secs retentirent à sa porte. Marie se redressa, le cœur battant, redoutant l'arrivée de la police. Ce fut le visage sévère de Madame Cloutier qui apparut dans l'encadrement. « Philippe Beaumont vient de quitter la boulangerie », annonça-t-elle sans préambule. « Il exige que je te renvoie immédiatement. » Marie sentit le sol se dérober sous ses pieds. Après le haras, la boulangerie, son dernier refuge. Elle commença à rassembler ses maigres possessions, résignée. « Que fais-tu » demanda Madame Cloutier, une lueur d'amusement traversant son regard. « Je prépare mes affaires, balbutia Marie. « Pourquoi faire? Tu as du pain à pétrir dans 20 minutes, répondit la vieille dame avec un sourire inattendu. Dans mon établissement, c'est moi qui décide qui travaille, et j'ai décidé que tu restes. La surprise laissa Marie sans voix. Mais Beaumont est puissant, il peut vous causer des ennuis. Cet homme peut posséder la moitié de Chantilly, mais pas ma boulangerie, affirma Madame Cloutier, en redressant fièrement ses épaules. Je sers du pain dans ce village depuis 30 ans. Mes clients me resteront fidèles, avec ou sans la clientèle du haras. Cette résistance inattendue donna à Marie un premier rayon d'espoir. Elle n'était peut-être pas aussi seule qu'elle le pensait. Au fil des jours suivants, un phénomène étrange commença à se produire dans la petite boulangerie. Les clients semblaient plus nombreux, plus curieux aussi. Des chuchotements l'accompagnaient, tandis qu'elle servait derrière le comptoir. C'est elle, la gitane qui parle au cheval démon. On dit qu'elle l'a touché sans qu'il ne l'attaque. Marchand a encore été blessé hier, mais elle, le cheval la laisse approcher. Ces rumeurs, loin de lui nuire, attirèrent l'attention. Certains regards étaient méfiants, d'autres ouvertement hostiles, mais quelques-uns, de plus en plus nombreux, brillaient d'une curiosité sincère, voire d'admiration. Un après-midi, alors que la boutique était momentanément vide, Madame Cloutier s'approcha de Marie qui nettoyait le comptoir. « Tu sais » commença-t-elle doucement. « J'ai déjà vu ce que tu fais, il y a longtemps. » Marie leva les yeux, surprise. « Ma tante Élise avait ce même don, » poursuivit la boulangère. Elle vivait dans une ferme isolée en Normandie. Les gens lui amenaient les animaux que tous les vétérinaires avaient abandonnés. Elle ne faisait rien d'extraordinaire. Elle s'asseyait simplement près d'eux, parfois pendant des heures, leur parlait tout bas. Et ils guérissaient. « Ce n'est pas de la magie, » murmura Marie. « Non, c'est une connexion que la plupart des gens ont oubliée, » acquiesça Madame Cloutier. « Ne perds pas espoir, Marie. Ce que tu as commencé avec ce cheval, c'est important, pas seulement pour lui. » Cette conversation réconfortante fut brutalement interrompue par l'arrivée précipitée de Marcel. Le vieil homme, essoufflé, le visage décomposé, fit signe à Marie de le suivre à l'arrière-boutique. « C'est tempête, » annonça-t-il gravement. Marchand a utilisé des méthodes. Ils appellent ça « breaking » en anglais. Briser l'animal pour le soumettre. Marie sentit la nausée l'envahir. Qu'est-ce qui s'est passé? Tempête est devenu fou furieux. Il a projeté Marchand contre le mur. Son épaule est brisée. Un palefrenier a aussi été blessé en tentant d'intervenir. La nouvelle se répandit dans Chantilly comme une traînée de poudre. Le démon noir avait encore frappé. Mais cette fois, les récits divergeaient. Certains employés du haras, témoins de la scène, racontaient dans les cafés comment Marchand avait provoqué délibérément l'animal, utilisant des méthodes que même les plus endurcis trouvaient excessives. Il a utilisé des éperons électriques, confia un jeune palefrenier à Marie, venu acheter du pain. C'est interdit en compétition, mais Beaumont a dit que tous les moyens étaient rebonds. Le lendemain matin, la une du journal local frappa Marie en plein cœur. Après un nouvel incident violent, le cheval démon du haras de Chantilly sera vendu aux enchères avant abattage. L'article détaillait comment Philippe Beaumont, dans un geste de transparence, organisait un leilan symbolico, une vente aux enchères symbolique à 50 € avant d'envoyer l'animal, devenu incontrôlable, à l'abattoir. Ce n'est qu'une formalité pour sauver sa réputation, expliqua Marcel lorsqu'il passa à la boulangerie. J'ai entendu Beaumont au téléphone avec Jean-Luc Thibault, le propriétaire de l'abattoir. Tout est arrangé d'avance. Marie serra les poings jusqu'à sentir ses ongles s'enfoncer dans ses paumes. Quand? Dimanche prochain, au Grand Paddock Central, devant tout le gratin équestre de la région. Ce soir-là,
Marie ne put trouver le sommeil. L'image de Tempête, emmenée à l'abattoir, croyant jusqu'à son dernier souffle que tous les humains étaient cruels, la hantait. « Il va mourir en pensant que tous les humains sont cruels », murmura-t-elle dans l'obscurité de sa chambre. À l'aube, elle prit une décision. Malgré l'interdiction, malgré les risques, elle devait voir Tempête une dernière fois. C'est Marcel qui rendit cette visite possible. Le vieil homme connaissait chaque recoin du haras, chaque angle mort des caméras, chaque habitude des gardiens. Avec son aide et celle de 3 jeunes palefreniers sympathisants, Marie parvint à s'introduire dans l'écurie où Tempête était maintenant isolée des autres chevaux. Ce qu'elle vit lui brisa le cœur. Le magnifique étalon noir était attaché court, sa liberté de mouvement réduite au minimum. Des marques fraîches zébraient ses flancs, et ses yeux, qui avaient commencé à s'adoucir en sa présence, étaient redevenus ceux d'un animal traqué. « Mon Dieu, qu'est-ce qu'ils t'ont fait ?» murmura-t-elle en s'approchant lentement. Tempête s'agita, méfiant, puis ses naseaux frémirent. Il reconnut son odeur, sa présence. Peu à peu, sa posture changea. Ses oreilles, plaquées en arrière, se redressèrent et s'orientèrent vers elle. Marie s'approcha jusqu'à pouvoir toucher les barreaux. Elle commença à chanter tout bas, cette même mélodie romanie qui avait créé leur premier lien. La réaction fut immédiate, comme si un voile se levait. Tempête s'avança vers elle. Toute agressivité disparut de son regard. « Je suis là », chuchota-t-elle en romanie. « Je ne t'ai pas abandonné. » Avec une audace née du désespoir, Marie déverrouilla la porte du box et entra. Pour la première fois, aucune barrière ne les séparait. Le cœur battant, elle s'immobilisa, laissant à l'animal le choix de la distance. Tempête resta figé quelques instants. Puis, dans un mouvement d'une grâce infinie, il abaissa sa tête imposante jusqu'au niveau de Marie. Leurs fronts se touchèrent dans un geste de confiance absolue. « Je te promets que je ne t'abandonnerai pas », murmura-t-elle, les larmes coulant librement sur ses joues. « D'une façon ou d'une autre, nous trouverons un chemin. » De retour à la boulangerie, Marie fut surprise de trouver Madame Cloutier en grande conversation avec Marcel et plusieurs autres habitants du village. Le pharmacien, le forgeron, même l'institutrice de l'école primaire. « Ah, te voilà enfin !» s'exclama la boulangère. « Nous organisions justement une petite réunion en ton absence. »« Une réunion ? Pourquoi faire ? Pour sauver ton cheval, bien sûr, » répondit simplement Madame Cloutier. Marie regarda, stupéfaite, le petit groupe rassemblé dans l'arrière-boutique. Ces gens qu'elle connaissait à peine s'étaient réunis pour l'aider. Elle, l'étrangère, la Romanie que tant avait regardée avec méfiance. « Nous avons commencé une collecte », expliqua le pharmacien en montrant une boîte déjà à moitié remplie de billets et de pièces. Pas grand-chose encore, mais c'est un début. « Pourquoi faire ?» demanda Marie, confuse. « Pour participer à la vente aux enchères, bien sûr, » répondit Marcel. « Si nous pouvons réunir assez d'argent pour surpasser l'offre de l'abattoir. » Marie secoua la tête, émue mais réaliste. « Même si nous gagnons l'enchère, Beaumont trouverait un moyen de nous bloquer. Il ne laissera jamais Tempête partir avec moi. »« Peut-être, » concéda l'institutrice. « Mais nous devons essayer. Ce n'est pas seulement pour le cheval, Marie. C'est aussi pour montrer qu'il existe une autre façon. » Les jours suivants, la petite collecte prit une ampleur inattendue. Les clients de la boulangerie laissaient des pièces dans un bocal improvisé. Les enfants de l'école apportaient leurs économies. Même certains employés du haras contribuaient discrètement. La veille de la vente aux enchères, Marie compta les fonds récoltés, 200 €, exactement. Une somme dérisoire dans le monde équestre, mais qui représentait tant d'espoir et de solidarité. « Ce n'est pas une question d'argent », expliqua-t-elle aux villageois réunis dans le sous-sol de la boulangerie. « C'est une question de montrer qu'il existe une autre façon de se comporter avec ces animaux. Sans domination, sans violence. » Dans sa chambre, tard cette nuit-là, Marie contemplait l'amulette que sa grand-mère lui avait léguée. Les enseignements d'Esmeralda n'avaient jamais semblé aussi pertinents qu'à cet instant. Il faut parfois se battre avec les armes des autres pour protéger ce qui compte vraiment, murmurait-elle souvent. Mais n'oublie jamais tes propres armes. Elles sont invisibles, donc plus puissantes. Le matin de la vente aux enchères se leva, radieux et impitoyable.
Marie mit ses plus beaux vêtements, une simple robe bleue que Madame Cloutier lui avait offerte, et pour la première fois depuis longtemps, elle laissa son amulette Romani visible autour de son cou. Aujourd'hui, elle n'avait plus besoin de cacher qui elle était. Le cœur battant à tout rompre, elle se dirigea vers le haras, accompagnée de Madame Cloutier et de Marcel. Derrière eux, à leur grande surprise, marchèrent des dizaines d'habitants de Chantilly, commerçants, écoliers, retraités, tous venus soutenir cette cause improbable. « Je promets que je ne t'abandonnerai pas », murmura Marie, encostant sa tête contre celle de Tempête à travers les barreaux, quand un jeune journaliste du journal régional qui enquêtait sur les rumeurs concernant le cheval miraculeux photographia silencieusement cette scène touchante, sans que Marie ne se rende compte que cette image était sur le point de tout changer. Le lendemain matin, Marie fut réveillée par des coups frénétiques à sa porte. Madame Cloutier, inhabituellement agitée, tenait à bout de bras le journal régional, son visage traversé par un mélange d'inquiétude et d'excitation. « Regarde », dit-elle en tendant le journal à Marie. « C'est en première page. » Encore ensommeillée, Marie prit le journal et resta stupéfaite. Là, occupant presque toute la une, s'étalait une photographie saisissante d'elle-même et de Tempête, front contre front, dans un moment d'intimité parfaite. Le titre, en gras, proclamait « La dompteuse et le démon, le pouvoir du toucher bienveillant ». « Comment » balbutia Marie, les mains tremblantes. « Un jeune journaliste était là hier soir, Antoine Mercier. Il enquêtait déjà sur les rumeurs qui circulent à Chantilly, expliqua Madame Cloutier. Il vous a photographié sans que tu t'en aperçoives. » Marie parcourut l'article avec un mélange de crainte et d'incrédulité. Contrairement à ce qu'elle redoutait, le texte ne la dépeignait pas comme une intruse ou une voleuse. Au contraire, il racontait avec sensibilité l'histoire d'une jeune femme capable d'apaiser le fameux cheval démon par sa simple présence, soulevant des questions sur les méthodes traditionnelles de dressage. « La boutique est pleine », ajouta Madame Cloutier. « Tout le monde veut rencontrer la gitane murmureuse de la photo. » En effet, lorsque Marie descendit dans la boulangerie, elle fut accueillie par une foule inhabituelle. Des visages curieux se tournèrent vers elle, certains avec admiration, d'autres avec scepticisme. Elle se sentit soudain vulnérable, exposée, sentiment familier pour quelqu'un qui avait passé sa vie à se cacher. « C'est elle. Comment fais-tu pour qu'il ne t'attaque pas? Est-ce vrai que tu utilises la magie gitane ?» Les questions fusaient de toutes parts. Marie, peu habituée à être le centre de l'attention, cherchait ses mots quand la clochette de la porte retentit à nouveau. Un jeune homme aux traits fins, appareil photo en bandoulière, entra dans la boulangerie. Antoine Mercier. « Mademoiselle Fontaine, » dit-il en s'approchant, « je suis désolé de ne pas vous avoir demandé l'autorisation pour la photo. L'instant était tellement... parfait. » Marie le dévisagea, incertaine. « Pourquoi avoir écrit cet article? Pour vous moquer? » « Au contraire, » répondit-il sincèrement. « Votre histoire mérite d'être racontée, complètement racontée. » Marie hésita, les yeux baissés sur l'image du journal. Pour la première fois de sa vie, un média parlait d'une personne Romani sans préjugés ni mépris. L'article mentionnait même les méthodes traditionnelles de son peuple avec respect, comme un savoir ancestral, et non comme une superstition primitive. « Personne ne s'intéresse à une gitane et un cheval condamné, » murmura-t-elle. « Détrompez-vous, » répliqua Antoine, son regard sérieux parcourant la boulangerie bondée. Cette photo a déjà été partagée des milliers de fois sur les réseaux sociaux. Les gens sont touchés par cette image. Une jeune femme que tous craignent, parvenant à communiquer avec un animal que tous redoutent. Il baissa la voix, se penchant légèrement vers elle. « Et ce n'est pas tout. Depuis 6 mois, j'enquête sur Beaumont. Tempête n'est pas le premier cheval de valeur qu'il envoie à l'abattoir après un accident. J'ai identifié 6 cas similaires ces 3 dernières années. » Marie sentit un frisson parcourir son échine. 6 autres chevaux, sacrifiés par cupidité. « J'ai des témoins, » poursuivit Antoine. « D'anciens employés qui n'osaient pas parler jusqu'à présent. Mais votre histoire, cette photo, ça change tout. » La journée se transforma en un tourbillon surréaliste. Des clients inhabituels affluaient à la boulangerie, non seulement pour voir Marie, mais aussi pour laisser spontanément des pièces et des billets dans un bocal improvisé sur le comptoir. Pour sauver le cheval de la photo,
disait-il simplement. En début d'après-midi, Madame Cloutier attira Marie dans l'arrière-boutique pour lui montrer le bocal débordant. « Ce n'est pas encore assez pour une enchère sérieuse, mais c'est un début », dit-elle avec un sourire encourageant. Tandis que Marie contemplait ce témoignage inattendu de solidarité, un souvenir puissant émergea dans son esprit. Sa grand-mère Esmeralda, assise près du feu de camp, lui racontant comment les chevaux étaient sacrés pour les anciens Romani. « Pour nos ancêtres, ma petite, les chevaux n'étaient pas des serviteurs, mais des compagnons de voyage, disait-elle, ses yeux reflétant les flammes. Nous partagions les mêmes routes, les mêmes souffrances, les mêmes joies. On ne possède pas un compagnon, on chemine avec lui. Le téléphone de la boulangerie sonna, arrachant Marie à ses souvenirs. C'était Marcel, sa voix tendue par l'urgence. « Beaumont vient de donner une interview à France 3, annonça-t-il. Il essaie de reprendre le contrôle du récit. En effet, le soir même, Marie put voir à la télévision du petit café voisin le visage soigneusement composé de Philippe Beaumont. Impeccable dans son costume sur mesure, il parlait avec l'assurance de ceux qui ont l'habitude d'être crus sur parole. « C'est un sentimentalisme ignorant », affirmait-il avec un sourire condescendant. « Cet animal est cliniquement dangereux et irrécupérable. Les experts les plus qualifiés l'ont confirmé. Quant à cette intervention non autorisée, elle met en danger la personne concernée et tous ceux qui approchent l'animal. » L'interview se poursuivait, Beaumont décrivant la vente aux enchères comme une procédure standard pour un animal en fin de carrière. Aucune mention de l'abattoir qui attendait Tempête. Alors que Marie quittait le café, écœurée par tant d'hypocrisie, Antoine Mercier l'attendait dehors. « J'ai besoin de votre aide, » dit-il simplement. « Je veux vous montrer quelque chose. » Il la conduisit jusqu'à sa petite voiture et démarra en direction de la périphérie de Chantilly. Après une vingtaine de minutes, ils s'arrêtèrent devant une modeste maison isolée. « C'est ici que vit le docteur Laurent », expliqua Antoine, l'ancien vétérinaire du Haras. Il a été licencié il y a 3 ans après avoir protesté contre les pratiques de Beaumont. Un homme âgé aux cheveux blancs clairsemés les accueillit sur le seuil. Son regard s'illumina en reconnaissant Marie. « La jeune femme de la photo », dit-il en lui serrant la main. « Entrez, je vous en prie. » À l'intérieur, le docteur Laurent leur montra des dossiers soigneusement conservés. Rapports vétérinaires, analyses sanguines, photographies datées et annotées. « Beaumont a systématiquement ignoré mes recommandations médicales, expliqua-t-il, sa voix tremblant légèrement d'indignation contenue. Tempête n'est pas le premier. Des chevaux de valeur poussés au-delà de leurs limites, puis éliminés quand ils ne peuvent plus performer. » Il sortit un dossier particulier. « Le jour de l'accident, j'avais formellement déconseillé de faire courir Tempête. Il présentait déjà une inflammation tendineuse inquiétante. J'ai même consigné par écrit que cela mettait en danger le cheval et son cavalier. » Antoine prenait des notes frénétiquement. « Et vous avez gardé ces preuves pendant 3 ans ?» « J'attendais le bon moment, » répondit simplement le vieux vétérinaire. « La justice est lente, mais elle finit par arriver. » Sur le chemin du retour, Marie resta silencieuse, absorbant tout ce qu'elle venait d'apprendre. Une part d'elle-même voulait crier au monde l'injustice, mais une autre, plus profonde, plus sage, nourrie par les enseignements d'Esmeralda, lui soufflait d'attendre le moment propice. Le lendemain, la petite boulangerie de Madame Cloutier fut le théâtre d'un spectacle inhabituel. Des clients de tous horizons venaient déposer leurs contributions dans le bocal désormais fameux. Le boucher du village, le pharmacien, le mécanicien du garage, même le directeur de l'école primaire. Chacun ajoutait quelques euros, parfois accompagnés d'un mot d'encouragement. « Pour les courses, je parie toujours sur les outsiders », confia le facteur en glissant un billet de 20 euros dans le bocal. L'après-midi, Marcel arriva avec une nouvelle déconcertante. « Beaumont a contacté tous les acheteurs potentiels de la région », annonça-t-il, le visage sombre. « Il leur a demandé explicitement de ne pas enchérir, même symboliquement. Il veut s'assurer que seul Thibault, le propriétaire de l'abattoir, se présente. » Marie hocha la tête, peu surprise par cette manœuvre. « Combien avons-nous récolté ?» demanda-t-elle. Madame Cloutier vida le bocal sur la table de la cuisine et compta soigneusement. « 212 euros, annonça-t-elle finalement. Plus que les 50 de mise à prix, mais pas assez si quelqu'un décide de surenchérir sérieusement, compléta Marie. Ce soir-là, dans la petite arrière-salle de la boulangerie,
Marie se retrouva face à une vingtaine de personnes, tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, s'étaient ralliés à sa cause. Sous les regards attentifs, elle se sentit d'abord paralysée. Toute sa vie, on lui avait ordonné de se taire, de se faire discrète, d'être invisible. « Je ne sais pas quoi dire », commença-t-elle, sa voix à peine audible. « Parle-nous comme tu parles à Tempête », suggéra doucement Marcel. Cette simple phrase débloqua quelque chose en Marie. Ses épaules se redressèrent légèrement. Sa voix trouva une nouvelle assurance. « Ce n'est pas seulement pour sauver un cheval », dit-elle en regardant chaque visage dans la pièce. « C'est pour montrer qu'il existe une autre façon de voir ceux que la société a étiquetés comme dangereux ou indomptables. » Un murmure approbateur parcourut l'assemblée. Marie sentit une chaleur inhabituelle l'envahir, le sentiment de ne plus être seule, d'être écoutée, peut-être même comprise. À l'écart du groupe, Madame Cloutier s'était discrètement éclipsée vers l'arrière-boutique. Téléphone en main, elle parlait à voix basse avec une assurance qui contrastait avec son personnage habituel de simple boulangère. « Oui, c'est exactement le type de situation pour laquelle nous avons créé la fondation », disait-elle à son interlocuteur invisible. « Préparez les documents et les fonds pour demain. 3 000 € devraient suffire pour une première offre. Oui, je comprends les risques. Non, cette fois, je serai personnellement présente. » Elle raccrocha, un sourire énigmatique aux lèvres, avant de rejoindre le groupe qui applaudissait maintenant Marie avec enthousiasme. « Ce n'est pas seulement pour sauver un cheval », dit Marie au groupe de soutien réuni dans la boulangerie, sa voix trouvant une force nouvelle. « C'est pour montrer qu'il existe une autre manière de voir ceux que la société a étiquetés comme dangereux ou indomptables. » Sans remarquer que Madame Cloutier effectuait un discret appel téléphonique pendant que tous l'applaudissaient, parlant doucement à quelqu'un au sujet d'activer la fondation pour la vente aux enchères de demain. Le soleil se levait à peine sur Chantilly lorsque Marie quitta la petite chambre de la boulangerie, son amulette Romani fièrement exposée autour de son cou. Pour la première fois depuis des années, elle ne cherchait plus à dissimuler ses origines. Aujourd'hui, le jour de la vente aux enchères, elle embrassait pleinement qui elle était. Son cœur battait la chamade tandis qu'elle marchait vers le haras, flanquée de Madame Cloutier et de Marcel. Derrière eux, une procession improbable s'était formée, des commerçants, des écoliers accompagnés de leurs parents, des retraités, tous venus soutenir cette cause qui semblait avoir transcendé les préjugés habituels. « Je n'aurais jamais imaginé voir un tel rassemblement », murmura Marcel, ému par cette solidarité inattendue. Le haras de Chantilly, habituellement réservé à l'élite équestre, présentait ce matin un spectacle inédit. Le grand paddock central, transformé pour l'occasion en salle des ventes improvisées, se remplissait d'une foule hétéroclite. D'un côté, l'aristocratie équestre en tenues élégantes, champagne à la main, regardait avec étonnement l'arrivée des villageois en vêtements simples. Philippe Beaumont, impeccable dans son costume italien gris-perle, observait ce mélange inhabituel avec une irritation à peine dissimulée. Entouré de collaborateurs en costume sombre, il donnait ses dernières instructions, son regard s'arrêtant occasionnellement sur Jean-Luc Thibault, le propriétaire de l'abattoir, qui se tenait à l'écart, massif et taciturne dans son costume mal ajusté. « Qu'est-ce que tous ces gens font ici ?» siffla Beaumont à son assistant. La vente était censée être discrète. « L'article dans le journal, monsieur », répondit l'homme à voix basse. Il semble que l'histoire ait touché plus de personnes que prévu. Lorsque Beaumont aperçut Marie, accompagnée de Madame Cloutier et Marcel, son visage se crispa. « Que fait cette gitane ici ?» demanda-t-il sèchement à l'un des gardes de sécurité. « Elle a le droit d'être présente comme n'importe quel citoyen », intervint Antoine Mercier, le jeune journaliste, qui s'était approché discrètement. « La vente est publique, n'est-ce pas ?» Beaumont lui jeta un regard venimeux avant de s'éloigner vers l'estrade. Il s'arrêta près du commissaire-priseur, un homme maigre au visage impassible, et lui chuchota quelques mots à l'oreille. Marie sentait les regards convergents vers elle, certains curieux, d'autres hostiles, beaucoup simplement intrigués par la jeune femme dont la photo avec le cheval démon avait fait le tour de la région. Elle serra dans sa poche les 200 € récoltés, sachant pertinemment que cette somme, fruit de tant de générosité, ne suffirait probablement pas face à la détermination de Beaumont. Une cloche retentit, signalant le début de la vente.
Un silence s'installa progressivement sur la foule disparate. Le commissaire-priseur s'avança, ajusta son micro et commença d'une voix monocorde. « Mesdames et messieurs, bienvenue à cette vente exceptionnelle. Lot unique, étalon pur sang normand, nom d'enregistrement Tempête du Roi, 7 ans, historique d'agressivité sévère. Mise à prix, 50 €. Un murmure parcourut l'assemblée. Pour les connaisseurs, proposer un tel animal, même problématique, pour une somme aussi dérisoire, était presque insultant. Mais tous comprenaient le message implicite. Ce n'était qu'une formalité avant l'abattoir. Le paddock fut soudain traversé par un mouvement collectif. 2 palefreniers nerveux faisaient avancer Tempête, maintenus par des cordes doubles et portant une muselière de sécurité. Le magnifique étalon noir semblait encore plus imposant en pleine lumière, sa robe luisant sous le soleil matinal malgré les cicatrices visibles sur ses flancs. Marie retint son souffle. Même entravée, même maltraitée, Tempête restait majestueux. Mais ses yeux qu'elle avait vus s'adoucir en sa présence, étaient redevenus ceux d'une bête traquée. L'animal s'agitait, tirant sur ses liens, renâclant bruyamment. « Comme vous pouvez le constater, » commenta le commissaire-priseur avec un détachement professionnel, « l'animal présente un comportement instable. La vente se fait sans garantie de docilité. Qui offre 50 €? » Marie sentit son cœur s'accélérer. C'était le moment. D'une main légèrement tremblante, elle leva son bras. « 50 €, annonça-t-elle d'une voix claire qui porta étonnamment loin dans le silence du paddock. Beaumont esquissa un sourire méprisant jusqu'à ce qu'il aperçoive Jean-Luc Thibault lever également sa main massive. « 60 €, déclara le propriétaire de l'abattoir, suivant visiblement le plan convenu. Un murmure parcourut la foule. La vente qui devait être une simple formalité se transformait en véritable enchère. « 60 € pour Monsieur Thibault, confirma le commissaire-priseur. Quelqu'un dit-il plus ? 70 €, annonça Marie, les yeux fixés sur Tempête qui s'agitait de plus en plus, comme s'il percevait l'enjeu de cette étrange cérémonie humaine. 100 €, répliqua immédiatement Thibault, jetant un regard en coin vers Beaumont qui acquiesça imperceptiblement. La tension montait dans le paddock. Ce qui avait commencé comme une vente symbolique se transformait en un affrontement silencieux entre la jeune Romanie et le système que Beaumont représentait. 120 €, offrit Marie, sa voix légèrement plus forte. 150, contre-attaqua Thibault sans hésitation. Marie sentit une sueur froide parcourir son dos. À ce rythme, ses 200 € seraient vite épuisés. Elle croisa le regard de Marcel, qui lui fit un petit signe d'encouragement. 170 €, annonça-t-elle, calculant mentalement qu'il ne lui resterait que 30 € de marge. 200 €, déclara Thibault, avec un sourire satisfait, comme s'il savait exactement quel était son plafond. Marie sentit le sol se dérober sous ses pieds. C'était tout ce qu'elle avait. Elle leva une dernière fois la main. « 200 €, dit-elle, sachant que ce serait insuffisant puisque Thibault avait déjà offert la même somme. Le commissaire-priseur jeta un regard interrogateur vers Beaumont, qui hocha imperceptiblement la tête. « 200 € pour Monsieur Thibault, qui a enchéri en premier à ce montant, » déclara-t-il. « 200 € une fois. » Marie sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle avait échoué. Tout ce soutien, tous ses efforts, pour rien. Tempête allait mourir, et elle ne pouvait rien y faire. 200 € 2 fois. Soudain, Tempête s'agita violemment, comme s'il comprenait ce qui se jouait. Dans un mouvement brusque, il renversa l'un des palefreniers qui le maintenaient. L'homme tomba lourdement sur le sol, lâchant sa corde par réflexe. La foule recula dans un mouvement de panique collective. Le second palefrenier, terrifié, abandonna également sa prise. En quelques secondes, l'immense étalon noir se retrouva momentanément libre dans le paddock, hennissant furieusement, sa puissance enfin libérée des entraves. « Vous voyez, c'est un animal dangereux !» cria Beaumont. « Faites-le sortir immédiatement !» Alors que les gardes de sécurité s'avançaient avec cordes et bâtons, Marie fit quelque chose qui glaça le sang des spectateurs. Elle marcha calmement vers le centre du paddock, vers le cheval que tous fuyaient. « Tempête !» appela-t-elle doucement en romani. « Je suis là. » Le temps sembla se suspendre. L'étalon noir qui piaffait et se cabrait l'instant d'avant s'immobilisa complètement. Ses oreilles pivotèrent dans la direction de la voix.
La foule retint son souffle collectivement. Puis, dans un mouvement d'une grâce infinie qui contrastait avec sa violence précédente, Tempête abaissa légèrement la tête et s'avança vers Marie. Il s'arrêta à quelques pas d'elle, parfaitement calme sous son regard. Dans un geste qui fit hoqueter l'assistance, Marie retira délicatement la muselière qui entravait encore le cheval. Des exclamations de stupeur parcoururent la foule, lorsque, loin d'attaquer, Tempête resta paisible, acceptant la caresse de la jeune femme sur son chanfrein. « C'est un truc », protesta Beaumont, avançant furieusement vers le centre du paddock. Une sorte de sorcellerie gitane. À son approche, Tempête s'agita à nouveau, ses oreilles se plaquant en arrière, ses naseaux frémissant de colère. L'animal fit un pas en avant, comme pour protéger Marie, imposant sa masse entre elle et Beaumont. Le contraste était saisissant. Le même cheval qui se montrait docile avec la jeune femme se transformait en force menaçante face au propriétaire. « Ce n'est pas de la sorcellerie », répondit Marie calmement. « C'est de la confiance. Quelque chose qui ne s'achète pas avec de l'argent. » Un silence lourd s'abattit sur l'assemblée. L'image de cette jeune femme Romani, debout aux côtés de l'animal que tous craignaient, dégageait une puissance que personne ne pouvait nier. Antoine Mercier, le jeune journaliste, saisit cet instant pour s'avancer dans la foule. À ses côtés se tenait le docteur Laurent, l'ancien vétérinaire du Haras. « Monsieur Beaumont », lança Antoine d'une voix forte, « est-il vrai que Tempête a été dopé avant la course où s'est produit l'accident fatal? J'ai des témoins affirmant que vous avez ordonné l'utilisation de stimulants interdits. » Un silence sépulcral tomba sur le paddock. Beaumont pâlit visiblement, son assurance habituelle soudainement ébranlée. « Absurde! Qui dit cela? Je vais poursuivre. »« Moi », déclara le docteur Laurent en s'avançant. Sa silhouette frêle semblait soudain imposante dans la lumière matinale. « Et j'ai conservé les preuves pendant 3 ans. » Le vieil homme sortit de sa sacoche un dossier à l'aspect officiel. « Analyse sanguine, rapport d'autopsie du jeune jockey, mes avertissements écrits que vous avez ignorés. Attestation signée par 2 palefreniers présents ce jour-là. »« C'est ridicule, » balbutia Beaumont, mais sa voix avait perdu toute assurance. D'autres voix s'élevèrent alors de la foule. Un ancien lad. Il a fait la même chose avec Eclipse en 2017. Une ancienne secrétaire. J'ai personnellement falsifié des documents sur ses ordres. Un palefrenier toujours en poste. Nous avions l'ordre de ne jamais laisser les vétérinaires externes examiner les chevaux sans supervision. En quelques minutes, la vente aux enchères s'était transformée en tribunal public. Beaumont, acculé, regardait avec incrédulité son empire s'effondrer devant ses yeux. Ses associés s'éloignaient discrètement, ne voulant pas être associés au scandale imminent. « Cette vente est suspendue », déclara soudain une voix autoritaire. La foule s'écarta pour laisser passer un homme d'une 60aine d'années, à l'allure distinguée. Jacques Devreau, directeur de la Fédération équestre française, se présenta-t-il. Au vu des graves accusations portées, tous les animaux de cette propriété seront placés sous séquestre protectif jusqu'à conclusion de l'enquête officielle que j'ordonne dès maintenant. Beaumont, entouré d'avocats précipitamment convoqués par téléphone, tenta une dernière manœuvre désespérée. Indépendamment de ces diffamations, Tempête reste ma propriété légale. Plus maintenant, intervint calmement Madame Cloutier. La boulangère s'avança avec une élégance inattendue qui semblait soudain très éloignée de son personnage habituel. La foule, surprise, observa cette femme âgée qu'ils croyaient connaître se transformer devant leurs yeux. « Je représente la Fondation protectrice équine de Normandie », annonça-t-elle d'une voix claire qui portait l'autorité de quelqu'un habitué à être écouté. « Nous offrons 3 000 € pour cet animal, un prix juste considérant son état actuel. Nous acceptons de payer comptant, ici et maintenant, pour clore ce lamentable spectacle. » La stupéfaction fut générale lorsque la simple boulangère sortit de son sac un chéquier officiel portant l'entête d'une institution reconnue. Marie, aussi surprise que les autres, dévisageait celle qu'elle croyait être simplement sa gentille employeuse. « Vous avez planifié tout cela ?» murmura-t-elle, incrédule. « Ma chère, » sourit Madame Cloutier. « Avant de vendre du pain, j'ai entraîné les meilleurs chevaux de Normandie pendant 30 ans. Je reconnais le talent quand je le vois. Tant le tien que le sien. » Acculé par l'opinion publique et les menaces légales qui s'accumulaient, Beaumont accepta l'offre avec une réticence évidente. Le commissaire-priseur, visiblement mal à l'aise,
donna un coup de marteau hésitant, déclarant la vente conclue. Quand les palefreniers tentèrent d'approcher Tempête pour le conduire vers sa nouvelle propriétaire, l'animal s'agita nerveusement, refusant leur contact. « Il n'ira que si elle le conduit », observa Marcel avec un sourire entendu. Madame Cloutier fit un signe d'approbation et Marie reçut officiellement les rênes des mains d'un palefrenier soulagé. « Viens », murmura-t-elle à l'oreille de Tempête. « Nous sommes libres maintenant. Je te promets que je ne t'abandonnerai pas », avait dit Marie à Tempête lors de leur dernière rencontre clandestine. Aujourd'hui, tandis qu'elle guidait doucement l'imposant étalon noir hors du haras de Chantilly sous les regards médusés de la foule, cette promesse prenait tout son sens. Le Lélan s'était transformé en un véritable tribunal populaire. Sous le soleil de cette matinée qui devait sceller le destin de Tempête, les accusations pleuvaient désormais contre Philippe Beaumont. Le docteur Laurent, debout face à son ancien employeur, tenait fermement le dossier contenant 3 années de preuves méticuleusement conservées. « J'ai tout consigné », déclara-t-il, ses mains légèrement tremblantes, mais sa voix ferme. « Chaque injection non autorisée, chaque falsification de dossier médical, chaque fois que vous m'avez ordonné de taire une blessure grave. » Beaumont, dont l'assurance habituelle s'était évaporée, tentait désespérément de reprendre le contrôle de la situation. « Ce vieil homme a été renvoyé pour incompétence. Ces documents sont des fabrications, des vengeances mesquines. » Mais le barrage avait cédé. D'autres voix s'élevaient maintenant de la foule, des employés actuels et anciens du haras qui, enhardis par l'exemple du docteur Laurent, osaient enfin parler. « J'étais présent quand Étoile a été abattue après une simple entorse », témoigna un palefrenier. « Elle aurait pu guérir en 3 mois, mais M. Beaumont a dit que c'était plus économique de la remplacer. Nous devions administrer des anti-inflammatoires juste avant les inspections vétérinaires officielles, » ajouta une jeune femme en tenue d'écurie, pour masquer les boiteries chroniques. Pendant ce temps, Marie restait au centre du paddock, une main posée sur l'encolure de Tempête. L'étalon noir, étonnamment calme malgré le tumulte environnant, gardait ses yeux rivés sur elle, comme si elle représentait son unique ancrage dans ce chaos humain. De temps à autre, il frémissait lorsqu'une voix s'élevait trop fortement, et Marie lui murmurait immédiatement quelques mots en romani, apaisant ses craintes. Jacques Devreau, le directeur de la fédération équestre, s'approcha prudemment du duo improbable. « Mademoiselle, dit-il avec un respect évident, je n'ai jamais vu un cheval classé comme dangereux répondre ainsi à quelqu'un. Votre méthode est remarquable. » « Ce n'est pas une méthode, répondit Marie simplement. C'est du respect. Les chevaux ne demandent que ça, être compris plutôt que dominé. » Beaumont, entouré d'avocats qui lui chuchotaient frénétiquement des conseils, tentait une dernière manœuvre désespérée. « Quelle que soit votre opinion sur mes pratiques, cet animal reste légalement ma propriété, déclara-t-il avec un aplomb retrouvé. Je décide de son sort, pas une bande de sentimentalistes ignorants. C'est alors que Madame Cloutier, ou plutôt Isabelle de Montfort, comme Marie venait de le découvrir, s'avança vers Beaumont, son chéquier à la main. « La fondation que je préside vous offre 3 000 €, monsieur Beaumont, » dit-elle d'une voix claire qui portait l'autorité d'un passé aristocratique soigneusement dissimulé sous des années de farine et de pâte à pain. Une somme plus que généreuse pour un animal que vous vous apprêtiez à vendre pour 50 €. Un murmure parcourut la foule. 3 000 €, une fortune pour les villageois présents, une somme dérisoire dans le monde équestre d'élite, mais suffisante pour légalement forcer la main de Beaumont dans ces circonstances. L'homme d'affaires regarda autour de lui. Les caméras des journalistes, attirés par le scandale naissant, immortalisaient chaque seconde de sa déchéance publique. Ses associés s'étaient discrètement éclipsés. Même Jean-Luc Thibault, le propriétaire de l'abattoir, avait prudemment disparu de la scène. « 3 000 €, répéta Isabelle. À prendre ou à laisser, maintenant. » Acculé, Beaumont acquiesça d'un signe de tête brusque. Le commissaire-priseur, visiblement soulagé de conclure cette vente devenue cauchemardesque, frappa son marteau avec empressement. « Adjugé à Madame de Montfort, pour la Fondation protectrice équine de Normandie. » Un applaudissement spontané éclata parmi les villageois présents. Marie, encore sous le choc des révélations successives, échangea un regard incrédule avec Marcel. Lorsque 2 palefreniers s'approchèrent pour emmener Tempête vers les écuries où il serait préparé pour le transport, l'animal s'agita violemment, refusant de les suivre.
Il ne partira qu'avec elle, observa Marcel avec un sourire entendu. Isabelle hocha la tête. Marie, voudrais-tu bien conduire Tempête? Il semble qu'il n'accepte que toi. Avec une émotion palpable, Marie prit les rênes des mains du palefrenier soulagé. Viens, murmura-t-elle à l'oreille de l'étalon. Nous sommes libres maintenant. Tandis qu'elle guidait doucement Tempête vers la sortie du haras, la foule s'écarta respectueusement sur leur passage. Antoine Mercier, le jeune journaliste, s'approcha d'elle. « Que va-t-il advenir de Tempête maintenant? Et de vous » demanda-t-il, son carnet de notes à la main. Marie regarda Isabelle, incertaine de la réponse. « Une nouvelle vie commence aujourd'hui pour eux deux », répondit Isabelle avec un sourire significatif. « Marie, accepterais-tu de venir en Normandie et m'aider à créer quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant en France ?» Le trajet vers la Normandie se fit dans un vieux van spécialement aménagé pour Tempête. Marie resta à ses côtés pendant tout le voyage, chantant doucement lorsque les cahots de la route ou les bruits extérieurs l'inquiétaient. L'animal, qui aurait autrefois paniqué dans un tel espace confiné, puisait visiblement du réconfort dans sa présence constante. Isabelle conduisait en silence, respectant cette communication silencieuse entre la jeune femme et le cheval. Parfois, elle jetait un coup d'œil dans le rétroviseur et souriait en voyant Marie appuyée contre l'encolure de Tempête, lui racontant à mi-voix le paysage qui défilait par les petites ouvertures du van. « Les collines de Normandie sont plus douces que celles de Chantilly », expliquait Marie à l'étalon attentif. « Ma grand-mère disait que les chevaux y sont plus heureux parce que l'herbe y pousse plus verte et que le vent y porte l'odeur de la mer. » Lorsqu'ils arrivèrent enfin à destination, le soleil commençait à décliner. Marie découvrit avec émerveillement une propriété ancienne nichée entre deux collines verdoyantes. Moins ostentatoire que le haras de Chantilly, mais infiniment plus chaleureuse avec ses bâtiments de pierre blonde coiffés d'ardoises. « Bienvenue au domaine des Bruyères », annonça Isabelle en coupant le moteur. Ou plutôt, au futur centre de guérison équine. À peine le van arrêté, Marie ouvrit la rampe arrière. Tempête hésita un instant, reniflant l'air nouveau avec curiosité. Puis, avec une confiance qui aurait paru miraculeuse à quiconque l'avait connue quelques semaines plus tôt, il suivit Marie sur cette terre inconnue. « Regarde », murmura la jeune femme en indiquant les vastes prairies qui s'étendaient à perte de vue. Pas de box étroit ici, juste de l'espace. Les jours suivants furent consacrés à l'installation et à la découverte. Marie apprit qu'Isabelle de Montfort avait été l'une des plus grandes cavalières françaises avant de disparaître mystérieusement du circuit il y avait une quinzaine d'années. J'ai quitté ce monde quand j'ai compris que je participais à un système cruel, expliqua Isabelle un soir, alors qu'elles observaient Tempête explorer prudemment sa nouvelle prairie. Le jour où j'ai vu un propriétaire ordonner l'euthanasie d'un cheval magnifique, simplement parce qu'une blessure l'empêcherait de concourir pendant 6 mois, quelque chose s'est brisé en moi. « Alors vous avez tout abandonné pour devenir boulangère ?» demanda Marie, incrédule. Isabelle sourit. « J'avais besoin de faire quelque chose d'honnête, de simple. Nourrir les gens plutôt que nourrir la vanité. Mais je n'ai jamais cessé de travailler en coulisses, créant cette fondation, achetant discrètement cette propriété, attendant le bon moment. Et maintenant ? Maintenant, grâce à toi et à Tempête, le moment est venu de montrer qu'il existe une autre voie. » Le centre de guérison équine prit forme progressivement. Isabelle avait une vision claire. Pas de boxe traditionnelle, mais des abris ouverts. Pas de lourds équipements de contrainte, mais des espaces adaptés où les chevaux pouvaient choisir de s'approcher ou non des humains. Marie, quant à elle, passait de longues heures avec Tempête, documentant chaque progrès, chaque recul, chaque découverte. Elle observait comment l'étalon, après des années de méfiance et de douleur, réapprenait lentement à faire confiance. Il a encore ces moments où son regard devient lointain, nota-t-elle dans le journal qu'Isabelle l'avait encouragé à tenir. Comme s'il revivait l'accident. Dans ces moments-là, je ne le touche pas. Je m'assieds simplement près de lui et je chante doucement jusqu'à ce qu'il revienne au présent. 2 semaines après leur arrivée, Marcel les rejoignit, licencié par Beaumont après le scandale. Le vieux maréchal Ferrand apportait avec lui non seulement son expertise précieuse, mais aussi des nouvelles de Chantilly. Beaumont fait l'objet d'une enquête officielle, annonça-t-il en déchargeant ses outils de la camionnette.
La fédération équestre a suspendu sa licence d'éleveur et de propriétaire. Et ce n'est pas tout. D'autres haras font l'objet de contrôles inopinés depuis l'incident. Lorsque Tempête aperçut Marcel, il s'approcha spontanément de la clôture, sans la méfiance qu'il manifestait encore envers la plupart des hommes. Le vieil homme sourit, ému par cette marque de confiance. « Tu vois » dit-il doucement à Marie, « ce n'est pas seulement lui que tu as sauvé, c'est tout un système qui commence à changer. » Un matin, alors que Marie observait Tempête depuis la fenêtre de sa nouvelle chambre confortable, elle remarqua quelque chose d'extraordinaire. L'étalon qui habituellement restait à l'écart des deux autres chevaux récemment accueillis au centre s'approchait lentement d'une jument baie visiblement traumatisée, sauvée d'un cirque itinérant où elle avait subi des années de mauvais traitements. La jument, nerveuse et agressive envers les humains, semblait pourtant accepter la présence de Tempête. Marie observa, fascinée, comment l'étalon noir se positionnait calmement près d'elle, sans exigence, sans mouvement brusque, simplement présent. « C'est exactement ce que tu fais avec lui », remarqua Isabelle qui l'avait rejointe à la fenêtre. « Il a appris de toi. » Cette observation déclencha une réflexion profonde chez Marie. Et si Tempête, au-delà de sa propre guérison, pouvait devenir un médiateur pour d'autres chevaux traumatisés? Un être qui comprenait la douleur et la peur d'une façon qu'aucun humain, même le plus empathique, ne pourrait jamais vraiment saisir. Un soir, alors qu'elle finalisait les plans pour l'accueil de nouveaux chevaux rescapés, Marie partageait cette idée avec Isabelle. « Je crois que Tempête comprend ses autres chevaux d'une façon que nous ne pouvons pas, » expliqua-t-elle avec passion. « Il reconnaît en eux ce qu'il a lui-même vécu. » Isabelle l'observa longuement avant de répondre. « Je crois comprendre enfin, » dit-elle doucement. « Tu n'as pas seulement sauvé Tempête ce jour-là au haras. D'une certaine manière, en te voyant à travers ses yeux, les gens ont commencé à te voir vraiment aussi. Et c'est peut-être comme ça qu'on change le monde. Un cœur à la fois. » L'aube teintait d'or les collines de Normandie lorsque Marie ouvrit les yeux dans sa nouvelle chambre au domaine des Bruyères. 3 mois s'étaient écoulés depuis le tumultueux l'élan qui avait changé sa vie et celle de Tempête. La jeune femme s'approcha de la fenêtre, contemplant avec émerveillement le panorama qui s'offrait à elle. Des chevaux paissant librement dans l'herbe haute, sans barrières excessives, sans chaîne ni muselière. Parmi eux, immédiatement reconnaissable par sa robe d'ébène luisante, Tempête se déplaçait avec une grâce retrouvée. Sa silhouette majestueuse se découpait sur l'horizon, sa tête haute et son port altier contrastant radicalement avec l'animal terrifié et agressif qu'elle avait découvert à Chantilly. « Qui aurait cru que nous en serions là ?» murmura Marie pour elle-même, observant l'étalon s'ébrouer joyeusement dans la lumière matinale. Un hennissement puissant résonna dans la vallée, comme si Tempête avait perçu son regard. L'animal s'élança soudain dans un galop spectaculaire, ses muscles puissants roulant sous sa robe noire, sa crinière flottant comme une bannière de liberté. Marie sourit en reconnaissant cette expression de joie pure qu'elle n'aurait jamais cru possible quelques mois auparavant. « Il est magnifique, n'est-ce pas ?» dit Isabelle en entrant dans la chambre avec 2 tasses de café fumant. « Parfois, je me demande si c'est bien le même cheval. »« C'est le même, » répondit doucement Marie, mais enfin libre d'être lui-même. Après le petit déjeuner, les 2 femmes se retrouvèrent dans la grange convertie en bureau pour le centre. Sur une large table en bois brut s'étalaient des plans, des croquis et des notes. « Pas de box fermée, » insistait Marie en parcourant les dessins. Les chevaux traumatisés ont besoin d'espace, de choix, de la possibilité de fuir s'ils se sentent menacés. Isabelle acquiesça, griffonnant des modifications sur le plan. Et ici, plutôt qu'un manège traditionnel, nous créerons un espace circulaire sans coin où ils pourraient se sentir piégés. Marie observait ces plans avec un mélange d'excitation et d'appréhension. Je sais ce qui fonctionne avec Tempête, mais je ne sais pas si je pourrais l'expliquer aux autres. C'est tellement intuitif. C'est précisément ce qui rend ton approche précieuse, répondit Isabelle. Tu ne suis pas un manuel, tu observes et tu ressens. La conversation fut interrompue par l'arrivée de Marcel, qui s'était définitivement installé au domaine après son licenciement du haras de Beaumont. « Les nouveaux arrivent dans 1 heure, annonça-t-il, son visage buriné marqué par l'inquiétude.
Le transporteur m'a appelé. L'un d'eux a déjà brisé 2 séparations dans le van. Marie sentit son cœur s'accélérer. Ce serait la première véritable épreuve pour le centre. L'arrivée de 4 chevaux considérés comme irrécupérables par les méthodes traditionnelles. Un pur sang réformé des courses devenu agressif, après une chute grave, une jument de dressage catatonique qui refusait tout contact, un poney de club terrorisé par les humains et un percheron sauvé de l'abattoir à la dernière minute. « Je vais préparer l'enclos d'accueil », déclara Marie en se levant précipitamment. À l'extérieur, elle trouva Tempête près de la clôture, comme s'il percevait son agitation. Elle s'approcha doucement, posant son front contre celui de l'étalon dans ce geste d'intimité devenu leur rituel. « Nous allons avoir de la compagnie aujourd'hui, » murmura-t-elle en romani. « Des chevaux qui ont souffert, comme toi. » Les oreilles de Tempête pivotèrent attentivement vers sa voix, ses yeux sombres, autrefois voilés de terreur, maintenant limpides et confiants. Marie se remémorait encore avec émotion comment, jour après jour, cette confiance s'était construite. Les reculs parfois, comme cette terrible nuit d'orage où Tempête avait revécu son traumatisme, galopant frénétiquement dans l'enclos, refusant tout contact pendant des heures. Les avancées aussi, ce matin où, pour la première fois, il était venu de lui-même poser sa tête sur son épaule, exhalant profondément comme s'il relâchait enfin un poids invisible. L'arrivée du van provoqua une agitation immédiate. Marie observa Tempête se redresser, tous sens en alerte, reniflant l'air chargé de nouvelles odeurs. À sa grande surprise, au lieu de s'éloigner comme elle l'aurait attendu, l'étalon resta près de la barrière, observant intensément le véhicule. Le déchargement fut chaotique. Le pur sang, un alezan aux yeux fous, refusait de descendre, hennissant de terreur. La jument catatonique dut être guidée pas à pas, comme absente du monde. Le poney tentait désespérément de mordre quiconque s'approchait, tandis que l'imposant percheron tremblait de tous ses membres malgré sa taille impressionnante. « Mon Dieu !» murmura Isabelle en observant ses âmes brisées. « Comment peut-on réduire des créatures aussi magnifiques à cet état ?» Marie ne répondit pas, trop concentrée sur la réaction de Tempête. L'étalon noir observait les nouveaux venus avec une intensité troublante, ses naseaux dilatés, ses oreilles mobiles captant chaque son. Puis, à la stupéfaction générale, il émit un hennissement doux, presque accueillant. Le pur sang alezan, qui s'agitait frénétiquement, s'immobilisa brusquement, tournant la tête vers Tempête. Un échange silencieux sembla s'établir entre les 2 étalons, une communication que Marie pouvait presque sentir physiquement. « Incroyable !» chuchota Marcel à ses côtés. « On dirait qu'ils se parlent. » Les jours suivants confirmèrent cette observation extraordinaire. Tempête, l'ancien démon noir, était devenu une présence apaisante pour les nouveaux arrivants. Le plus remarquable était son comportement avec le pur sang alezan, nommé Ouragan. Lorsque ce dernier entrait dans ses crises de panique, Tempête s'approchait calmement, se plaçant entre lui et les humains, comme pour dire « Je comprends ta peur, je l'ai vécu aussi ». Une après-midi, alors qu'elle documentait ses interactions dans le journal qu'Isabelle l'avait encouragée à tenir, Marie fut frappée par une réalisation. Tempête est devenu un guérisseur, dit-elle à Isabelle qui l'avait rejointe sous le grand chêne. Il fait pour ses chevaux exactement ce que j'ai fait pour lui. Il établit une présence non menaçante. Il crée un espace sécurisant. Il a appris de toi, répondit Isabelle. Mais il apporte quelque chose que nous ne pourrons jamais offrir, la compréhension d'un semblable qui a traversé le même enfer. Cette idée devint le fondement de la méthodologie qu'elles développaient ensemble. Marie commença à structurer ses observations, dessinant méticuleusement les positions, les mouvements, les signes subtils qu'elle avait appris à reconnaître. Parfois, elle se sentait démunie face à la tâche immense de traduire en mots et en schémas ce qui relevait pour elle d'une connexion presque mystique. « Comment expliquer l'inexplicable ?» se lamentait-elle un soir, frustrée par ses tentatives de décrire le moment précis où un cheval traumatisé commence à faire confiance. « Ta grand-mère t'a-t-elle expliqué chaque geste, chaque intonation ?» demanda doucement Isabelle. Marie sourit en évoquant Esmeralda. « Non, elle me disait simplement d'observer et de ressentir. Les mots ne sont que des coquilles vides, » répétait-elle. « C'est l'intention qui compte. » Alors c'est cela que nous devons transmettre, non pas une technique rigide, mais une façon d'être. Un matin,
Alors que Marie travaillait avec la jument catatonique, utilisant simplement sa présence silencieuse et les notes douces d'une mélodie romani, un vétérinaire spécialisé en comportement équin vint observer sa séance. L'homme, initialement sceptique, resta stupéfait devant les progrès évidents de l'animal. « Ce que vous faites instinctivement a une base scientifique solide », expliqua-t-il après la séance. Vous créez un environnement de sécurité neurologique qui permet au système nerveux traumatisé de se réorganiser progressivement. Ces validations extérieures renforcèrent la confiance de Marie, mais c'étaient les petites victoires quotidiennes qui nourrissaient véritablement sa détermination. Le jour où le poney agressif accepta une pomme de sa main, la première fois que la jument catatonique vint d'elle-même à la barrière, le moment où le massif percheron cessa de trembler à l'approche humaine. Pendant ce temps, les nouvelles concernant Beaumont continuèrent d'arriver. La chaîne de télévision régionale diffusa un reportage montrant l'ancien magnate équestre quittant un tribunal harcelé par les journalistes. L'enquête sur le haras de Chantilly s'élargit, annonça le présentateur. Le célèbre propriétaire Philippe Beaumont fait désormais face à plus de 12 chefs d'accusation pour maltraitance animale et fraude. Marcel, qui regardait le reportage avec Marie et Isabelle, hocha la tête avec satisfaction. Justice est faite, enfin. Mais le plus important, c'est que cela a déclenché des inspections dans d'autres établissements. Le système entier est sous surveillance maintenant. Un soir, examinant Tempête pour son bilan de santé mensuel, Marie découvrit des cicatrices anciennes qu'elle n'avait pas remarquées auparavant, des marques profondes sous son épaisse crinière, témoignage silencieux d'années d'abus. Comment peut-on encore te faire confiance après tout ce que les humains t'ont fait ? Murmura-t-elle, la gorge serrée par l'émotion. Tempête abaissa doucement sa tête imposante, son souffle chaud caressant ses cheveux, comme pour lui offrir une réponse qu'aucun mot ne pourrait exprimer. Cette nuit-là, incapable de trouver le sommeil, Marie sortit dans la douceur de l'air normand. Elle trouva Tempête près de la barrière, comme s'il l'attendait. Sans hésitation, elle glissa sous la clôture et s'assit simplement dans l'herbe. L'étalon vint se coucher près d'elle, sa présence massive étrangement rassurante dans l'obscurité. « Nous guérissons ensemble, n'est-ce pas ?» chuchota-t-elle, caressant son encolure puissante. Alors que l'aube pointait à l'horizon, dessinant les contours dorés des collines normandes, Isabelle trouva Marie endormie contre le flanc de Tempête. Cette image, d'une confiance si totale entre une femme et un animal autrefois considéré comme dangereux, cristallisait tout ce que le centre représentait. Plus tard ce matin-là, Isabelle reçut un appel qui allait accélérer leur mission. « Nous avons besoin de documenter cela adéquatement », dit-elle à Marie en raccrochant, visiblement émue. « Je viens de recevoir un appel de l'Université vétérinaire de Lyon. Ils souhaitent t'envoyer des étudiants pour apprendre tes méthodes, et la Fédération équestre envisage de nouvelles réglementations basées sur ce que nous faisons ici. » Les paroles d'Isabelle résonnèrent dans l'esprit de Marie pendant des jours. L'Université vétérinaire de Lyon, la Fédération équestre, des institutions qui, autrefois, auraient semblé aussi inaccessibles que la Lune pour une jeune femme romanie sans diplôme ni référence. Et pourtant, le monde semblait soudain s'ouvrir devant elle, comme si Tempête avait non seulement franchi ses propres barrières, mais aussi abattu celles qui entouraient Marie. Cette reconnaissance naissante apportait cependant son lot d'anxiété. Un matin, alors que Marie observait l'horizon depuis la colline surplombant le domaine, elle aperçut un véhicule inconnu s'engager dans l'allée principale. Une camionnette portant le logo d'une chaîne de télévision régionale. « Ils sont en avance », marmonna Isabelle en rejoignant Marie. L'équipe de documentaristes ne devait arriver que demain. Marie sentit son corps se raidir instantanément. « Des caméras ? Personne ne m'a parlé de caméras. C'est une opportunité exceptionnelle de faire connaître notre travail, expliqua doucement Isabelle. Ils veulent réaliser un documentaire sur notre approche. Mais Marie s'était déjà éclipsée, se dirigeant d'un pas rapide vers les écuries, cherchant refuge auprès des seuls êtres qui ne la jugeaient jamais. Isabelle la retrouva une demi-heure plus tard, assise silencieusement dans le box ouvert, où Tempête venait parfois s'abriter de la pluie. « Pourquoi te caches-tu de ceux qui sont venus précisément pour célébrer ton travail ?» demanda-t-elle doucement. Marie caressait distraitement une selle usée suspendue au mur. « Toute ma vie, les caméras ont signifié des problèmes, » murmura-t-elle.
Des policiers filmant l'expulsion de notre campement, des journalistes montrant les gitans voleurs aux informations du soir. Elle se rappelait ce jour terrible où, adolescente, elle avait été filmée par des voisins lors d'une expulsion particulièrement violente. La vidéo, partagée sur Internet, avait été accompagnée de commentaires haineux qu'elle n'avait jamais pu effacer de sa mémoire. Un hennissement familier interrompit ses pensées. Tempête apparut à l'entrée du box, son immense silhouette noire bloquant momentanément la lumière. Avec une délicatesse surprenante pour un animal de cette taille, il s'avança entre Marie et Isabelle, comme pour protéger la jeune femme de cette conversation qui la mettait mal à l'aise. « Regarde » sourit Isabelle. « Il sent ton anxiété. » Marie posa sa main sur l'encolure chaude de l'étalon, puisant du réconfort dans ce contact. « C'est étrange, » dit-elle après un moment. « Il protégeait son espace contre tous les humains. Et maintenant, il me protège des autres humains. » Isabelle s'approcha lentement de l'étagère où s'empilaient plusieurs magazines équestres. Elle en tira un et le tendit à Marie. « Tu es en train de changer le récit, Marie. Pas seulement pour Tempête, mais aussi pour ton propre peuple. » La couverture présentait une photo de Marie guidant doucement Tempête dans un exercice, accompagné du titre « La Révolution douce. Comment une tradition rome ancienne transforme l'équitation moderne. » Les gens commencent à voir au-delà des préjugés, continua Isabelle. Mais ils ont besoin de témoins, de preuves. Ce documentaire pourrait inspirer d'autres personnes à suivre ton exemple. Avant que Marie ne puisse répondre, Marcel apparut à l'entrée, essoufflé. Le bus de l'orphelinat vient d'arriver. Les enfants sont là. La visite des enfants de l'orphelinat parisien était un projet qu'Isabelle et Marie préparaient depuis plusieurs semaines. L'idée était simple. Offrir à des enfants marginalisés la possibilité de rencontrer des chevaux qui, comme eux, avaient connu l'abandon et la maltraitance. Marie suivit Marcel jusqu'à l'entrée du domaine où un bus décoloré venait de se garer. Une vingtaine d'enfants en descendaient sous la supervision de 2 éducatrices à l'air fatigué. Le cœur de Marie se serra en reconnaissant immédiatement plusieurs visages typiquement romani parmi eux, ainsi que des enfants d'origine nord-africaine et subsaharienne, les laissés pour compte du système. Parmi eux, une petite fille d'environ 10 ans attira particulièrement son attention. Ses longs cheveux noirs et son teint olivâtre révélaient clairement ses origines romanies, tout comme sa posture, légèrement en retrait, méfiante, observant chaque détail comme si elle évaluait constamment les dangers potentiels et les issues de secours. « Bienvenue au centre de guérison équine », annonça chaleureusement Isabelle aux enfants. « Aujourd'hui, vous allez rencontrer des chevaux très spéciaux, qui ont tous connu des moments difficiles avant de trouver refuge ici. » Tandis qu'Isabelle guidait le groupe vers le petit manège adapté, Marie s'attarda près de la fillette Romani qui restait délibérément en arrière. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-elle doucement en français, puis en romani. Les yeux de l'enfant s'écarquillèrent légèrement en entendant sa langue maternelle. « Liliana » répondit-elle avec hésitation. « Tu es romani aussi » Marie acquiesça avec un sourire. « Je m'appelle Marie. Et oui, je suis romani comme toi. » « Alors pourquoi tu travailles ici » demanda Liliana, suspicieuse. « Les beaux endroits comme ça, ce n'est pas pour les gens comme nous. » Ces mots frappèrent Marie en plein cœur, miroir parfait de ses propres pensées lorsqu'elle était enfant. « Je me disais exactement la même chose, avoua-t-elle. Mais j'ai découvert que certaines portes peuvent s'ouvrir quand on a quelque chose de précieux à offrir. » Liliana semblait peu convaincue, son regard méfiant balayant les bâtiments soignés et les vastes prairies. « Je n'aime pas les chevaux, » déclara-t-elle abruptement. « Ils sont trop grands. Ils font peur. » « Tu sais, le plus grand cheval ici avait aussi très peur des humains, » répondit Marie. Il pensait que tous voulaient lui faire du mal. L'intérêt de Liliana sembla s'éveiller légèrement. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Viens, je vais te le montrer. Marie guida Liliana à distance du groupe principal vers un petit enclos où Tempête broutait paisiblement. À leur approche, l'étalon releva la tête, ses oreilles pivotant vers elle avec curiosité. « C'est Tempête », présenta Marie. Avant, tout le monde l'appelait le démon noir, parce qu'il attaquait quiconque s'approchait de lui. Liliana observait l'animal avec un mélange de crainte et de fascination. Il a l'air si calme maintenant. Il a appris que tous les humains ne sont pas cruels, expliqua Marie. Mais ça a pris du temps et beaucoup de patience.
À leur grande surprise, Tempête s'approcha tranquillement de la barrière, abaissant sa tête imposante au niveau de Liliana. La fillette recula instinctivement. « N'aie pas peur, » murmura Marie. « Il ne fera rien que tu ne veuilles pas. Tu peux simplement rester là, ou lui parler, ou même le toucher si tu te sens prête. » Liliana resta immobile pendant ce qui sembla une éternité, scrutant l'immense animal qui attendait patiemment. Puis, avec une lenteur délibérée, elle tendit une petite main tremblante. Tempête avança doucement son museau, son souffle chaud effleurant les doigts de l'enfant. Un sourire, le premier que Marie voyait sur ce visage sérieux, illumina les traits de Liliana lorsque le contact se fit. « Il est doux », chuchota-t-elle, émerveillée. Ce moment fut interrompu par l'arrivée d'Antoine Mercier, accompagné d'une femme portant une caméra professionnelle sur l'épaule. « Marie, nous espérions te trouver ici », lança le journaliste avec enthousiasme. « Voici Clara, la réalisatrice du documentaire. » Marie sentit son corps se raidir à nouveau, mais elle remarqua avec surprise que Tempête restait parfaitement calme, continuant à apprécier les caresses de Liliana. L'animal qui autrefois réagissait à la moindre tension semblait maintenant lui offrir un modèle de sérénité. « Nous voudrions filmer une démonstration de ta méthode, » expliqua Antoine. « Avec ton accord, bien sûr. » Marie regarda Tempête, puis Liliana, dont la main caressait maintenant l'encolure de l'étalon avec une confiance croissante. Quelque chose se dénoua en elle. « D'accord, » dit-elle finalement, « mais à ma façon. » Plus tard dans l'après-midi, devant les caméras et un petit groupe composé d'enfants de l'orphelinat et de quelques professionnels équestres invités, Marie présenta son travail avec un cheval récemment arrivé, un ancien trotteur devenu agressif après des années de courses forcées. Contrairement aux démonstrations équestres traditionnelles, Marie commença simplement par s'asseoir en silence à distance respectueuse de l'animal. Puis, doucement, elle entonna une ancienne chanson romanie que sa grand-mère lui avait enseignée. « O grai firela svobodno, tai amaro iloleza » Le cheval galope librement, et notre cœur avec lui. Pour la première fois, elle n'hésita pas à incorporer explicitement sa culture dans sa démonstration, expliquant aux spectateurs l'origine des techniques qu'elle utilisait. « Cette connaissance vient de mes ancêtres », déclara-t-elle clairement pour la caméra. Les Romani ont toujours eu une relation spéciale avec les chevaux, basée sur le respect mutuel plutôt que sur la domination. Derrière la caméra, Isabelle souriait avec une fierté évidente. En fin de journée, alors que le soleil commençait à décliner, une nouvelle inattendue parvint au centre. Marcel, qui suivait assidûment l'affaire Beaumont sur son téléphone, annonça triomphalement « Beaumont a été condamné, 3 ans avec sursis, interdiction à vie de posséder des chevaux, et une amende d'1 million d'euros. » Des exclamations de joie résonnèrent dans la cour du domaine. C'était plus qu'une victoire personnelle. C'était la validation d'un combat pour la dignité des animaux et, par extension, pour tous les êtres vulnérables. Alors que les enfants remontèrent dans leur bus, Liliana s'attarda près de Marie. « Les gens ont encore peur de toi parce que tu es gitane ?» demanda-t-elle avec la franchise désarmante des enfants. Marie s'accroupit pour être à son niveau. « Certains, oui, » répondit-elle honnêtement. « Mais j'apprends que notre valeur ne dépend pas du jugement des autres. » Elle retira de son cou le petit amulette romani que sa grand-mère lui avait donné et le passa autour du cou de Liliana. « Pour te rappeler que notre héritage est une force, pas une honte. » Les yeux de l'enfant brillèrent de larmes contenues, tandis qu'elle serrait le talisman entre ses doigts. Ce soir-là, après le départ de tous les visiteurs, Marie s'assit sur la colline surplombant les pâturages, où Tempête guidait doucement les nouveaux chevaux traumatisés, les intégrant progressivement au troupeau avec une patience infinie. Isabelle vint la rejoindre, contemplant ce spectacle extraordinaire. « Je crois que j'ai enfin compris », dit Marie, en observant Tempête montrer le chemin vers le point d'eau à un nouvel arrivant particulièrement craintif. « Je n'ai pas seulement sauvé Tempête ce jour-là au haras. D'une certaine façon, en me voyant à travers ses yeux, les gens ont commencé à me voir vraiment aussi. Et c'est peut-être comme ça qu'on change le monde, un cœur à la fois. » 1 an avait passé depuis ce jour fatidique où Marie avait défié Philippe Beaumont au milieu du paddock de Chantilly. 12 mois de transformation, de défis et de victoires silencieuses. Le centre de guérison équine des Bruyères était méconnaissable.
Là où n'existaient jadis que des prairies vides et quelques bâtiments délabrés s'étendait désormais un sanctuaire vibrant de vie. L'aube se levait sur une journée particulière, teintant d'or les collines normandes. Marie contemplait ce paysage depuis la fenêtre de sa chambre. Une tasse de thé fumant entre les mains, son cœur empli d'une émotion qu'elle peinait encore à nommer. Fierté, gratitude, émerveillement, peut-être les trois à la fois. « Prête pour le grand jour ?» demanda Isabelle en entrant doucement, portant un dossier épais sous le bras, le fameux manuel de la méthode Esmeralda, que Marie avait méticuleusement complété ces derniers mois. « Je crois que oui », répondit Marie en caressant la couverture du manuscrit où figurait le nom de sa grand-mère. Esmeralda aurait aimé voir ça. Par la fenêtre, on apercevait déjà les premiers visiteurs qui remontaient l'allée principale. Des vétérinaires venus de toute l'Europe, des professionnels du monde équestre, des journalistes, mais aussi, et cela réchauffait particulièrement le cœur de Marie, des familles romanies qui avaient voyagé spécialement pour assister à cette journée portes ouvertes. Des caravanes colorées s'étaient installées sur le terrain adjacent, avec l'autorisation enthousiaste d'Isabelle. Pour beaucoup de ces familles, c'était la première fois qu'elles étaient accueillies avec respect et curiosité, plutôt qu'avec méfiance. Marie observa un groupe de femmes romanies approcher timidement de l'entrée principale, leurs jupes colorées contrastant avec la sobriété des bâtiments. Elle descendit rapidement pour les accueillir personnellement. « Bienvenue, soyez les bienvenus », dit-elle en romani, puis en français. Les visages s'illuminèrent en entendant leur langue maternelle, l'attention visible dans leurs épaules se relâchant immédiatement. « C'est vraiment toi, la fille qui parle aux chevaux ?» demanda une femme âgée aux mains ridées par les années. « La petite fille d'Esmeralda Fontaine ?» Marie acquiesça surprise. « Vous connaissiez ma grand-mère ?» Tous les vrais Calderache connaissaient Esmeralda et son don, sourit la vieille femme. Nous sommes venus voir si sa petite fille a vraiment ressuscité les anciennes voix. À mesure que la matinée avançait, le domaine s'animait d'une énergie particulière. Dans le grand pré central, Tempête évoluait en liberté, sa robe noire luisante sous le soleil, sa musculature puissante roulant sous sa peau comme une rivière d'ébène. Rien dans son port majestueux, dans son regard confiant ne rappelait l'animal terrorisé et violent de Chantilly. À ses côtés, 6 autres chevaux réhabilités formaient un groupe harmonieux. L'alezan autrefois si agressif, la jument baie jadis catatonique et 4 autres rescapés que le centre avait accueillis au fil des mois. Dans son bureau, Marie finalisait les derniers détails de sa présentation. Le manuel de la méthode Esmeralda représentait bien plus qu'un simple recueil de techniques. C'était la synthèse de la sagesse ancestrale romanie et des connaissances modernes sur le comportement équin. Chaque page contenait des illustrations détaillées, des explications en français et en romani, des témoignages de réussite. « C'est le moment », annonça Isabelle en consultant sa montre. « Ils t'attendent tous. » Dans le champ de démonstration aménagé, plusieurs centaines de personnes s'étaient rassemblées. Un mélange étonnant d'experts en veste de tweed, de journalistes équipés de caméras sophistiquées, de familles locales en tenue décontractée et de groupes romani aux vêtements colorés. Marie sentit sa gorge se nouer. Elle qui avait passé sa vie à éviter les regards, à se faire invisible, allait maintenant prendre la parole devant tous ces gens. Sa main effleura instinctivement l'amulette qu'elle portait autour du cou. Un nouvel amulette que Liliana lui avait offert lors de sa dernière visite, en remplacement de celui qu'elle lui avait donné. Un hennissement puissant retentit, comme un signal. Tempête, qui se tenait maintenant au centre du champ de démonstration, semblait l'appeler. Marie sourit. Même aujourd'hui, c'était lui qui lui donnait du courage. « Mesdames et messieurs », commença-t-elle d'une voix claire qui porta étonnamment loin. « Bienvenue au centre de guérison équine Les âmes libres. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement un anniversaire, mais une nouvelle approche dans notre relation avec ces êtres extraordinaires que sont les chevaux. » Tandis qu'elle parlait, Marie sentait sa nervosité se dissiper. Les mots venaient naturellement, portés par une conviction profonde et une expérience vécue que personne ne pouvait contester. La méthode que nous présentons officiellement aujourd'hui porte le nom de ma grand-mère, Esmeralda, qui a maintenu vivante cette connaissance ancestrale quand le monde moderne l'avait oubliée. Elle n'est pas basée sur la domination, mais sur la compréhension, pas sur la force,
mais sur la patience. Dans l'assemblée, Marie aperçut Marcel qui souriait largement, entouré d'anciens employés du haras de Beaumont qui travaillaient maintenant au centre. Elle vit également le docteur Laurent, l'ancien vétérinaire qui avait courageusement témoigné contre Beaumont, désormais consultant régulier pour leur équipe. Les résultats que nous obtenons ne sont pas des miracles, poursuivit-elle. Ils sont le fruit d'une approche qui honore la nature profonde du cheval, un être sensible dont la mémoire émotionnelle est bien plus développée que nous ne l'avions imaginé. Un représentant de la Fédération équestre française se leva pour prendre la parole à son tour. Ce que nous observons ici n'est rien moins qu'une révolution dans notre conception du bien-être équin. La Fédération a officiellement intégré les principes de la méthode Esmeralda dans ses nouvelles réglementations concernant le traitement des chevaux de compétition. Les applaudissements éclatèrent, résonnant dans la vallée comme un orage bienveillant. Le moment fort de la journée arriva lorsque Marie invita Tempête à la rejoindre pour une démonstration. Sans licol, sans longe, sans aucun équipement de contrôle, le magnifique étalon noir s'avança vers elle comme attiré par un fil invisible. Tempête a été notre premier pensionnaire et notre plus grand professeur, expliqua Marie tandis que l'animal se plaçait calmement à ses côtés. Il nous a montré que même les blessures les plus profondes peuvent guérir avec le temps et la bonne approche. Dans un silence impressionnant, Marie monta sur le dos de Tempête sans selle ni bride, utilisant uniquement une simple corde comme guide. Ensemble, ils exécutèrent une série de mouvements d'une fluidité stupéfiante. Transition douce entre pas, trot et galop, changement de direction, arrêt précis. Tout cela avec des commandes presque imperceptibles, basées uniquement sur la pression des jambes et la voix. Ce n'est pas de la magie, commenta Marie aux spectateurs émerveillés. C'est de la communication. Tempête comprend mes intentions parce que nous avons bâti une confiance mutuelle absolue. L'après-midi fut consacré à des ateliers pratiques où les visiteurs pouvaient observer de près le travail du centre. Dans un moment particulièrement émouvant, Marie invita des enfants romani et non romani à participer ensemble à une activité avec les chevaux les plus doux. Liliana, devenue une visiteuse régulière, guidait fièrement d'autres enfants, expliquant avec l'assurance d'une petite experte comment approcher respectueusement un cheval craintif. « Il faut respirer calmement », instruisait-elle sérieusement un petit garçon aux yeux écarquillés. « Les chevaux sentent ta peur ou ton calme, comme un parfum. » Marie observait cette scène avec une émotion indescriptible. Ses enfants, qui dans le monde extérieur étaient souvent séparés par des préjugés et des barrières invisibles, collaboraient ici naturellement, unis par leur curiosité et leur respect pour les animaux. Vers la fin de la journée, alors que le soleil commençait à décliner, répandant une lumière dorée sur les collines normandes, Marie s'isola un moment avec Tempête. Elle le conduisit sur la colline la plus haute du domaine, leur endroit préféré pour observer le coucher du soleil. « Regarde ce que nous avons accompli », murmura-t-elle en caressant son encolure puissante. Qui aurait cru que le démon noir et la gitane voleuse créeraient tout cela? Tempête souffla doucement, ses oreilles mobiles captant chaque nuance de sa voix. Marie sortit délicatement de sa poche un petit objet métallique, la dernière marque de propriété que Tempête portait encore, une petite plaque fixée à son licol d'origine, gravée au nom de Beaumont Stable. Avec un geste symbolique, elle la déposa dans l'herbe haute. « Tu n'appartiens à personne désormais, » dit-elle doucement. « Tu es simplement toi-même. » Dans la vallée en contrebas, les derniers visiteurs quittèrent le domaine, emportant avec eux non seulement le manuel de la méthode Esmeralda que Marie avait officiellement publié ce jour-là, mais aussi une nouvelle compréhension de ce que pouvait être la relation entre humains et chevaux. Isabelle, qui les avait rejoints silencieusement sur la colline, observait Marie avec une fierté évidente. « Tu as transformé un projet de sauvetage de chevaux en une révolution culturelle », remarqua-t-elle. Marie sourit, puis, dans un geste spontané, monta accrue sur le dos de Tempête. L'étalon, comprenant son intention, s'élança dans un galop puissant à travers les hautes herbes dorées par le soleil couchant. « Nous sommes tous faits de la même essence », murmura Marie au vent tandis qu'elle galopait librement avec Tempête dans le champ au coucher du soleil, le magnifique étalon noir galopant avec une joie pure, libre de choisir d'être plus que notre passé. Et lorsqu'elle leva les bras dans un geste de libération absolue, Tempête hennit puissamment, comme s'il proclamait au monde que deux âmes blessées, une humaine et une équine, non seulement avaient survécu,
mais avaient trouvé ensemble un chemin pour enseigner à d'autres à faire de même.